Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Je remercie le Rav aussi de son amitié de longue date, puisqu'on était assis là-bas au collège. Je le voyais en train de travailler. Shabbat à l'époque, je crois. Incroyable. Oh Hachem. Beaucoup de fruits, beaucoup de pérotes. Alors, donc vous connaissez le thème de ce soir. Vous n'avez pas vraiment le choix, puisque c'est ça le thème. On a expliqué déjà plusieurs fois que quand on regarde un enseignement de la Torah, qui est raconté a priori comme un événement, cet enseignement, il n'est pas lié, il n'est pas limité par c'est-à-dire l'espace temporel dans lequel il a été enseigné, et que, puisque la Torah, a priori, c'est un livre d'enseignement, c'est seulement que la Torah, elle a profité de l'opportunité matérielle pour transmettre l'enseignement. C'est pas qu'il est arrivé un événement et on a tiré un enseignement, c'est le contraire. C'est que la Torah, Hachem, il a profité de l'opportunité pour faire passer un événement, pour faire passer un enseignement. D'accord ? Un peu comme nous dans la vie. Nous, on croit que parce qu'on a vécu certaines expériences, c'est grâce à ça qu'on a une certaine maturité. En vérité, c'est l'inverse. C'est qu'Hachem, il avait un certain nombre de messages à nous faire passer et qu'il a organisé les événements pour que nous, on ait l'opportunité d'attraper cette maturité. D'accord ? Vous me direz blanc bonnet blanc, ça ne change pas grand-chose. En vérité, ça change tout. Parce que après, on voit la précision avec laquelle Hachem envoie l'événement. Et que c'est exactement ce qu'il fallait qu'on voit au moment où on l'a vu. Après, il y a des gens qui ont l'intelligence de le voir, et il y a des gens qui vont penser que ils ne sont pas concernés par l'événement, puisque c'est ça l'intérêt des deux, c'est qu'on peut penser que c'est l'autre qui est concerné. Ou non, on peut penser que si on est devant un événement, c'est qu'on est concerné à 100% par au moins 50% de l'événement. Si on est 3, c'est qu'on est concerné au moins à 100% par 33% de l'événement. Mais en vérité, si on est vraiment croyant, on sait qu'on est concerné à 100% par 100% de l'événement. Donc cette approche-là, elle fait qu'on peut profiter au maximum de l'événement. Alors maintenant, il y a une situation qui est rapportée, qu'on a lu ce Shabbat dans la Torah, où les bénis Israël, vous connaissez le contexte, vous avez vu le film, bon, ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu des miracles incroyables, ils ont vu les plaies, ils ont vu les idoles d'Égypte jetées par terre, ils ont vu la sortie elle-même, ils ont vu qu'ils sont sortis avec un butin extraordinaire, et ils arrivent devant la mer. D'accord ? Alors, si vous avez suivi un peu, normalement, ils n'avaient pas besoin de passer dans la mer. Ils auraient pu rentrer directement en Eretz Israël. En plus de ça, que quand ils sont rentrés dans la mer, ils sont ressortis du même côté. Vous êtes au courant ? Oui, non ? Donc quand on dit la traversée de la mer Rouge, en vérité, il n'y a pas eu de traversée. Parce qu'ils n'ont pas traversé, puisqu'ils sont rentrés et ressortis du même côté. Et si vous allez dire, bon, mais c'était bien obligé parce qu'il fallait qu'ils se débarrassent des Égyptiens, ouais, qui étaient un danger pour eux, bah, Hachem, il aurait pu envoyer une fièvre ou un coup de tonnerre ou un petit raz-de-marée et les emporter tous les Égyptiens. Pourquoi il a fallu que les bénis Israël rentrent dans la mer ? Mais avant ça, pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'ils se retrouvent dans cette situation où ils sont devant la mer ? Parce qu'il y a un moment où l'image, elle s'arrête. Normalement, encore une fois, ils devaient sortir d'Égypte, passer 3 jours dans le désert, recevoir la Torah, rentrer en Eretz Israël. C'était fini. C'était tranquille. Non. Ils sont restés 40 ans dans le désert, et avant d'être rentrés dans le désert, ils ont traversé la mer, et avant de traverser la mer, ils étaient bloqués devant la mer. C'est d'ailleurs ce qui a encouragé Pharaon. Pharaon, il a dit, tiens, tu vois, maintenant, ils ont été bloqués par le désert, ils sont arrêtés devant la mer. Donc c'est le moment de les attaquer. Donc ça a encouragé Pharaon à les attaquer. Maintenant, eux, les bénis Israël, quand ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait là devant la mer ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous me suivez ou non ? C'est comme s'il y a un mur là, et là, il y a une porte, et tu te mets devant le mur. Tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'on fait ? Mais il y a une porte, on passe par là. Oh là là, mais laisse tomber la porte. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc cette situation là, de mettre les bénis Israël devant la mer, elle sert à quoi ? Alors les Khamim, ils expliquent, Rachid amène le Midrash, qu'en fait les bénis Israël n'avaient pas où aller. Parce que devant eux, il y avait la mer, et chacun il ressent le mal-être qui est provoqué par le fait d'être dans la mer. Pas grave. Ouais. Derrière eux, ils avaient les Égyptiens. À droite, ils avaient les bêtes sauvages. Et à gauche, ils avaient les falaises. Donc il n'y avait pas où aller. Maintenant, cette question-là, elle se pose là-bas dans ce contexte par rapport au béni Israël. Mais en général, elle se pose que des fois, Hachem, il nous met dans une situation où on ne voit pas de sortie. C'est quoi le truc ? Ouais, tu as tout essayé avec cet enfant. Il est renvoyé de 4 écoles. Il n'y a plus d'école qui veut de lui. D'accord ? Le magasin, il n'y a rien. Tu as mis 100 000 €. Il n'y a rien qui bouge. Ta femme, tu as tout essayé. Et entre eux, elle t'accuse quand tu es là. Elle t'engueule quand tu n'es pas là. Ton mari, c'est pareil. Tu mets 1 million de langages. Tu envoies des copains, des rabbinim, des trucs. Il n'y a pas de sortie du garage. Tu dis, mais c'est pas possible. Ça s'appelle boucher.
quand l'avenir est bouché, que tu trouves plus de solution, tu poses la question, à quoi ça sert cette situation? Parce que de toute façon, le bon Dieu, il y a deux solutions. Soit c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut pas. Si c'est ce qu'il faut pas, ben, il te l'évite. C'est ce qu'il faut, il te fait passer. Mais là, c'est ni tu passes, ni tu passes pas. Alors ces situations-là de blocage, parce qu'encore une fois, les bénis Israël n'ont pas où aller. D'accord? Et devant quoi? Devant la mer. Et c'est quoi la mer? La mer, c'est l'inconnu. D'accord? Tu rentres dans le mariage. C'est l'inconnu. Ouais. D'ailleurs, il y en a pour ça qui n'osent pas plonger. Tu rentres à la fac, tu étais tranquille dans ta petite école juive, Madame Sarfati, Madame Truc, Madame Cohen, tu arrives à la Sorbonne, bah, ouais, à Jussieu, tu es un numéro maintenant, matricule 2400 trucs, tu es dans la salle truc, 6e étage, 9e, tu arrives, il y a 1 million de gars, d'accord, qui parlent toutes les langues du monde, et toi tu es jeté, et tu dis, j'ai un mot de retard. Ouais, je ta mère, quel mot de retard? Tu dis, mais où elle est la cantine? Quelle cantine? Il n'y a pas, c'est fini tout ça, ça y est, c'est fini l'école feuge, la petite famille, il n'y a pas. Tu te retrouves dans l'anonymat total, ouais. C'est difficile. Il y en a qui font 1 fois médecine, 2 fois médecine, et c'est difficile. Après, il fait pharmacie, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à passer d'un état de petite famille sympathique feuge à un état de pathos, mais presque anonyme, ouais. C'est difficile. Pourquoi? C'est rentrer dans la mer. Tu crées une entreprise, tu rentres dans la mer. C'est l'inconnu, tu sais pas. Tu signes pas. Tu l'achètes la maison. Allez, monsieur. Alors, monsieur Bijaoui. Alors, 495 000 euros. On est bon? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ah bon? C'est normal, tu rentres dans l'inconnu. C'est quand même, t'as pris un truc, 4 800 euros de mensualité, faut y aller là. Alors que là, pour l'instant, t'es chez tes beaux-parents, tu payes rien, et tu passes de 0 à 4 800. Comment tu vas faire? C'est l'inconnu. Donc, toute cette situation-là, des fois, tu vas te marier avec une personne. T'as vu des défauts, t'as vu des qualités, et puis plus on approche de l'échéance, le stress, il monte. Ouais, il me répond par mon texto, il m'a claqué la porte, ce matin, il faisait la gueule. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Je me marie pas? Toutes ces situations où, encore une fois, tu peux pas aller de l'avant parce que tu es paralysé, tu peux pas retourner en arrière parce que retourner chez ses parents avec 6 enfants, c'est pas évident, revenir en arrière, ouais. Donc, tu peux pas aller à droite parce que c'est les bêtes sauvages, tu peux pas aller à gauche parce que c'est les falaises, c'est-à-dire que tu vois pas la solution. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, je répète la question, pourquoi le bon Dieu, il crée des situations comme ça où tu sais pas où aller? À quoi ça sert? Mais d'un autre côté, tout le monde sait qu'il n'y a pas de solution d'autre que d'aller en avant. D'accord? Tu t'es pris la tête avec ton conjoint, il va falloir discuter. Ah, c'est pas évident qui a dit, je vais envoyer des amis, je fais téléphoner, j'envoie des textos par des gens. À un moment ou à un autre, tu vas te confronter. Mais c'est difficile, 2 orgueils, de lourdeur, de bêtises, 2 entêtements, de psychorigide. C'est compliqué, mais à un moment ou à un autre, tu vas devoir y aller. Toi, c'est pareil, maintenant tu t'es pris la tête avec tes parents, ils t'ont pris ton téléphone, après ils t'ont jeté de la maison. Maintenant, il va falloir les rencontrer maintenant. Il n'y a pas, t'as 17 ans, et eux ils sont embêtés, toi t'es embêté, les deux vous êtes en train de vous étouffer, d'accord? Il va falloir t'arranger, ça c'est pareil, le gars il dit alors vous le prenez l'appart ou vous le prenez pas? Mais c'est une affaire de fou, mais d'accord, mais il faut y aller, il faut prendre le risque. Donc de toute façon tu sais que tu es condamné à faire un pas en avant. Mais comment on fait un pas en avant dans l'inconnu? Tu sais qu'il n'y a pas d'autre solution, tu peux retourner en arrière, tu veux retourner dans le monde de l'enfance, avec ton doudou, il n'y a pas. Tu veux retourner à l'Yeshiva, mais ça y est, t'as 38 ans, maintenant, faut y aller. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire, oh, je veux retourner dans l'insouciance. Mais non, l'insouciance, il y a un âge pour ça, ouais. Tu dis, ben, comment tu vas faire? Donc, allez en arrière, tu peux pas aller. Allez en avant, t'as compris que c'est la seule solution, mais t'as pas l'intelligence qu'il faut pour y aller. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu restes au milieu comme ça. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas... Alors au début, tu joues la gaminerie, c'est-à-dire de toute façon c'est la faute des autres, vous la connaissez pas, elle est folle, il est fou, c'est normal. Tu fais un transfert de culpabilité et de responsabilité et même d'existentialité, c'est-à-dire que tu voudrais que l'autre existe à ta place. Mais ça, je veux dire, à un moment, faut consulter, prendre un cachet, enfin, faut trouver une solution. On ne peut pas continuer à penser pendant des années qu'on n'est pas concerné par notre vie. J'ai déjà expliqué ça 1 million de fois, mais je le dis dans chaque conférence. Est-ce que vous croyez en Dieu? Tout le monde croit en Dieu, là? Oui, oui. Ne soyez pas choqués, Rav. On est entre nous, vous pouvez dire la vérité. D'accord? Vous croyez en Dieu? Tout le monde croit en Dieu. D'accord. J'ai déjà expliqué 1 million de fois, mais je vais le répéter. Parce que Rav Dessler, il dit que Emouna, Zoavodat Midit. La Emouna, c'est un travail perpétuel. Les gens disent, ça y est, c'est bon. Ouh, on verra comment il tient ton pare-brise si tu prends un camion dans la tête. On verra combien elle tient ta Emouna si tu apprends une leucémie
violente, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout le temps travailler la Emouna. Donc quand je vous repose la question, je vous dis est-ce que vous êtes croyant? Vous me dites évidemment. Je dis attention, la croyance, ça n'est pas seulement de manger cachère, ça n'est pas seulement de faire Shabbat, ça n'est pas seulement de faire les mitzvot, ça c'est évident. Ben évident, parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion au judaïsme. Vous suivez ou non? Si vous dites je suis croyant mais je ne fais pas Shabbat, ok, c'est bien, si Dieu veut, t'as Kadem, tu vas te convertir, c'est bien. Mais t'es juif, tu fais Shabbat. Vous avez une autre définition, vous, que le Shulchan Aruch? Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai dit non, le folklore, l'ambiance, la dafina, la pkaïla. Non, c'est une autre religion, ça. C'est très proche. Ça s'appelle la Tuniserie. Non, mais ça n'a rien à voir, ouais. Ouais. Mais le judaïsme, c'est 613 mitzvot. C'est tout. Ça pas. Tu dis non, mais il y a plus pratiquant, moins pratiquant. Ça change rien. Tout ça, c'est de la parchanout, c'est-à-dire que c'est de la mousse. D'accord? Mais au fond, clairement, un juif, c'est le Shulchan Aruch. C'est pas la peine de réinventer les définitions. Tu dis oui, c'est un peu cru, c'est un peu direct, c'est un peu. Bon, c'est comme tu dis, t'es marié ou t'es pas marié? Le mec il dit bien sûr que je suis marié, mais enfin vous étiez témoin. Ok, mais elle c'est qui alors? C'est elle qui est en train de faire du bouche à bouche depuis une demi-heure. Ah, bon, c'est rien, c'est une secouriste. Mais comment c'est mais t'es marié, t'es en train de faire du bouche à bouche à quelqu'un d'autre. Alors t'es marié ou t'es pas marié? T'es honnête ou t'es pas honnête? Bien sûr que je suis honnête. Ok, mais là c'est du vol que tu es en train de faire. Oui, mais à partir d'1 million d'euros, c'est une mise va te voler. Mais non. Donc t'es pas honnête, c'est pas grave. C'est pas grave. On veut juste une définition. Pourquoi? Parce que Hachem, il peut pas aider quelqu'un qui est pas clair. Quand tu es flou, la vie elle est floue. Quand tu es net, la vie elle est nette. Donc c'est pas grave d'être net. Vous me suivez ou non? Ta femme elle est permise ou elle est interdite? Oh bah écoutez, je sais pas, elle m'a trompé, mais je l'adore. Il faut voir un Dayan, il faut qu'on pose la question, il faut qu'on se passe. Elle est Nida ou elle est pas Nida? Oui, mais c'est pas du sang, c'est du sang, c'est pas du sang, c'est du sang. Oh, de toute façon, je m'en fiche, de toute façon, je l'adore, de toute façon, j'ai besoin d'elle. Mais c'est pour ça l'alacha, c'est la clarté. Il faut sortir du safek. Parce que je rappelle à mes anciens élèves que le bien, on l'accepte, le mal, on l'assume, mais le doute, ça tue. Ça te tue, le doute, ça te tue. Ouais, ta fille Myriam, la tzadikette, ouais. Elle te dit, bon, papa, je vais réviser le bac chez Jennifer. Ok. Alors toi, tu te demandes pourquoi il est obligé d'y aller, coiffé, maquillé et en mini-jupe. Tu te dis, bon, peut-être, c'est une façon d'absorber les maths, d'accord. Et puis elle est partie depuis une demi-heure. Et puis à ce moment-là, mais avant, qu'est-ce qui se passe? Jennifer appelle. Bonjour, je pourrais parler à Myriam. Tu m'es allé pas chez toi? Non. Et là, comment la Ramma, elle arrive là. Et elle répond plus sur ses textos. Et elle a débloqué son téléphone, elle a bloqué le téléphone. Et toi, tu t'étouffes toute la nuit, tu vas mourir. Pourquoi? Mais elle n'a rien fait de mal, hein. Rien du tout. Hein. En fait, il y a une autre Jennifer que tu connais pas. Elle était habillée comme ça parce qu'il faisait très chaud. Je sais pas, n'importe quoi, ouais. Et toi, tu vas douter toute la nuit. Le doute, ça tue. Le doute, ça use. Le doute, c'est un cancer. Ça pourrit la personne. Tu as un doute sur l'amour de l'autre, tu as un doute sur la fidélité de l'autre, tu as un doute sur l'honnêteté de ton beau-frère. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Ok, c'est vrai que toi, tu n'arrives pas à tirer de salaire et lui, il change de voiture tous les ans. Mais quand même. Et lui, il te dit, mais tu es fou. On est de la famille. Tu crois que je vais te voler? Tu m'accuses. Ouais. Je t'accuse pas, mais la vérité, à chaque fois, tu me dis, j'ai pas de quoi te payer. Et moi, je vois, tu vas au casino, tu laisses 20 bars. Je sais plus. Ah, ça veut dire quoi? Ah, tu me soupçonnes. Alors c'est ça, j'ai épousé ta sœur. Et en plus, il faut que je me tape le dépressif de son frère, qui se trouve être toi. Enfin, attention, quand les gens ils rentrent dans le cinéma, comme ça, ils se mettent à devenir des acteurs à l'anglaise, c'est mauvais signe. Réponds clairement. Tu me voles ou tu me voles pas? Donne-moi la compta. Non, vaut mieux pas que tu regardes, tu vas être choqué. Tu dis, mais c'est pas possible pendant 20 ans. Et là, ça commence à tourner. C'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. Donc, la vérité, c'est pour ça que dans Emet, il y a Met. Dans Emet, il y a Met. On dit tu es Met. Tu es Emet. Mais tu es T-U-E-R, Met. Parce que le Emet, ça tue. Mais d'un autre côté, c'est la seule manière de vivre. À un moment ou à un autre, on a besoin de la clarté. Eh ben, faut pas avoir peur de dire, je fous rien à l'école, où je travaille, je suis clair, elle est Goya. Je dis pas, elle est en passe de conversion. Pour l'instant, elle est Goya. Mais non, si Dieu veut, Blinéder, je lui parle doucement, elle va y venir. Mais pour l'instant, maintenant, t'es avec une Goya. Ah, mais c'est pas bien, faut pas parler comme ça, on dit pas, c'est péjoratif. Oui ou non, c'est pas grave, parce que quand on part d'une base qui est solide, après on peut construire. Oui, c'est comme si tu amènes l'architecte, tu dis, bon, alors, vous me faites la faisabilité de la construction sur le terrain. Le gars, il dit, écoutez, je vous préfère ne pas fouiller parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, bah écoutez, moi, j'étais sur un autre chantier, ils ont commencé à monter, puis l'immeuble s'est enfoncé parce que le gars qui était responsable de la faisabilité, il a pris un pot de vin.
Maintenant, tu te rends compte l'histoire? Tu fais un immeuble de 8 étages. Ouais, tu reviens un mois après, il fait 7 étages. Tu dis le concierge, chez Fralo, maintenant, il est à la cave. Il a descendu. Et si vous trouvez ça un peu abusif comme exemple, il y a eu ça à Marseille. À Marseille, ils ont fait le plus grand centre commercial d'Europe. 4 kilomètres de trucs. Ouais. Il y a eu des pots de vin. Et ben, au bout d'un an et demi, il s'est enfoncé d'un étage. Un centre commercial. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que le mec, il dit, mais attends, j'ai laissé ma voiture au parking. Il y avait un parking. Attends, c'est pas possible. Où est le parking? Eh ben, il est parking. D'accord. Mais c'est ça l'idée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si déjà, et c'est un calvaire à mort, ouais, si déjà des gens ils peuvent prendre des pots de vin et construire un centre commercial sur un terrain qui n'est pas constructible, alors tu crois que quelqu'un il peut pas construire son couple sur quelque chose qui n'est pas solide? Bien sûr que c'est possible. Donc c'est pour ça qu'à un moment ou un autre, on a rendez-vous avec la vérité. Dis-moi ce que tu veux. Tu veux le shalom, on travaille. Tu veux le divorce, on travaille. Tu veux t'occuper des enfants, on le fait. Tu veux pas, c'est pas la peine de me dire ils sont bruyants, ça me saoule, ça me prend la tête, c'est pas mon rôle. Qui a dit j'ai pas les nerfs? Dis-moi, je veux pas m'en occuper. Moi je sais que je vais me débrouiller toute seule. C'est pas grave, parce que dans la vie en fait, rien n'est grave du moment qu'on l'assume. Vous suivez ou non? Toi tu tournes comme ça, le collège il est pas bien, c'est bruyant, c'est trop difficile. Dis j'ai pas envie de rester au collège, c'est pas grave. On va trouver un travail, tu vas faire autre chose, c'est pas grave. Toute la vie c'est comme ça. C'est qu'à un moment, il faut dépasser. Le contraire, je vois que tu n'es pas bien au travail, tu n'es pas épanoui. Dès que tu as 5 minutes, tu étudies la Torah, en dessous ton ordinateur, tu as ta Gemara, tu dis, écoute, je vois que tu es malheureux. Va à la yeshiva, va au collège. C'est pas grave, on va se débrouiller, on va trouver une autre. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Vous me suivez ou non? Mais tout ça, c'est quoi le problème? C'est que la personne, elle n'est pas claire. Elle a un pied ici, un pied là. Elle n'arrive pas à se décider. Et ce manque de décision, il est fatigant. Pourquoi, encore une fois? Parce que le doute, ça fatigue. Ça fatigue. Le patron il dit je te garde pas, je te garde pas. Écoute, dis-moi, je sais quoi faire. On va trouver une solution. C'est comme une gare. Il y a un train, il est là. Tu le prends ou tu le prends pas? Tu es sur le quai. Mais le train, il va partir. Tu dis bon, je mets un pied dedans, on sait jamais. Mais je garde un pied sur le quai, on sait jamais. Mais t'as pas peur de te déchirer? Eh ben c'est pareil, la fille, elle est là. Tu penses qu'elle est bien, elle est sérieuse, elle est gentille, elle est une fille de famille. Le chidour qui marche bien. Alors dis-lui oui. Ah oui, mais peut-être je pourrais avoir mieux. Peut-être Mina Shamaïm, c'est pas mon zivoug. Mina Shamaïm. Non, mais à un moment ou un autre, il va falloir que tu décides. Parce que elle, ça fait 1 an et demi qu'elle attend. Elle est devenue la statue de Samothrace. Ouais, je sais pas. Vas-y, dis-lui oui ou non. Oui, mais je comprends. Elle a des qualités, mais elle a aussi quelques défauts. Un peu comme toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, à un moment ou un autre, il va falloir décider. Est-ce que tu es prêt à sublimer les défauts dans les qualités que tu vois? En français, ça s'appelle décider. Et toi, tu ne veux pas décider. Tu sais pourquoi? Parce que si tu décides, ça veut dire que tu choisis. Et si tu choisis, ben, tu renonces. Une fois, un jeune marié comme ça, il n'était pas très religieux, hein, mais bon, ça ne veut rien dire. Hein. Il vient au cours du mardi, ils viennent au cours les deux. Voilà, Ben Chetrit, on a fini les 2 semaines de Sherachot. Enfin, il y a 1 semaine, on a fini Sherachot. Ok, il vient dans le bureau et tout. Alors il dit à sa femme, chérie, s'il te plaît, tu peux sortir 5 minutes, je vais te dire un petit mot Rav, mais ne te vexe pas, il n'y a rien de méchant et tout ça. Donc elle sort, il me regarde comme ça dans les yeux, il me dit, Rav, c'est vrai qu'après le mariage, il n'y a plus qu'elle? Mais sérieux, hein? Et il me dit, c'est vrai, Rav, qu'après le mariage, il n'y a plus qu'elle? Je dis, bah oui, ça s'appelle la fidélité. Je dis, mais c'est angoissant. Non, je croyais que c'était un sketch. J'ai cherché la caméra. J'ai dit, bon, ils me la font caméra cachée, j'en sais rien. Le gars était sérieux. C'est qu'il n'a pas compris que quand tu l'as choisi elle, les autres, c'est fini, c'est des troncs d'arbres. C'est comme ça. C'est ton mari, c'est ton mari. Ah non, moi je préfère quand même garder des petites amitiés, j'ai mon jardin secret, je parle de mon intimité avec des autres, mais tu veux pas, c'est compliqué. Comment il va faire? Il va plus savoir. Et dans tout, c'est pareil. Ouais. On est associés, toi et moi, on travaille. On est clair. C'est clair, je suis clair. Je dis non, je peux pas tout te dire, je mets de côté, j'embrouille. Je peux pas travailler avec un escroc. Ah, mais qui t'a dit que je le suis? Tant que je me suis pas fait attraper, je suis honnête. Des gens bizarres comme ça, oui. Et cette idée-là, c'est ça. C'est qu'à un moment ou un autre, il va falloir choisir. Mais le problème, et c'est là que le problème psychiatrique intervient, c'est que choisir, c'est grandir.
Et grandir, c'est souffrir. Eh oui, grandir, c'est souffrir pour les gens qui ne veulent pas choisir. Donc ça tourne en rond. Donc toi, tu leur demandes de choisir. Alors, encore la semaine dernière, j'ai des parents qui sont venus avec un jeune, mais il était vraiment nia. Et il m'a dit, écoute, tiens là-bas, tu décides, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, écoute. Moi, je l'ai reçu, j'ai parlé pendant 3 heures. Je dis, écoute, ton fils, il était en échec scolaire depuis le CM2. D'accord? Il a tout raté. Mais du premier coup, hein. Ça c'est vraiment pour ça. Je dis maintenant, quand tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux? La vraie question que tu dois te demander, c'est est-ce qu'il ne veut pas répondre ou est-ce qu'il ne peut pas répondre? S'il ne peut pas répondre, ça ne sert à rien de lui demander qu'est-ce que tu veux. Parce qu'il n'a pas de structure mentale, il n'a pas la confiance en soi, il n'a pas la force d'affirmation, il n'a pas le bitachon, il n'a rien. Une boîte vide. Une boîte vide, tu demandes qu'est-ce qu'il y a dedans, mais elle est vide. Donc il faut faire un travail, une espèce de rattrapage, d'accord, au niveau de la construction, au niveau de la confiance, au niveau de l'amour, au niveau de la joie, pour que le gars, il ait une petite étincelle d'instinct de survie qui va faire qu'au moment où tu voudras le tuer, il ne se laissera pas faire. Non, ça a l'air débile comme ça, mais c'est ça, ouais. Tu poses la question, tu dis, écoutez, là, tu dis, ouais, je suis pas bien. Je dis, écoutez, si je me lève maintenant et j'essaie de vous étrangler, qu'est-ce que vous allez faire? Et il y en a qui te disent, mais ça va pas, non, Rav, je me laisse pas faire et tout ça. Il me dit, en plus, vous n'avez pas le droit de toucher les femmes. Je dis, je suis un Rav, moi, d'accord? Au Racha, je veux vous étrangler. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a des gens normaux, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, je me laisse pas faire, je vous griffe, je vous mords, je dis, si ça va. Et l'autre, il y en a qui disent, eh ben, écoutez, Rav, c'est Mila Shabaïb. Puis ceux-là, il faut les interner tout de suite, les piqûres, tout de suite. Il va se suicider demain. Il n'a même pas l'instinct de survie de dire je me défends. C'est-à-dire, il n'y a personne dedans qui vaut la peine de vivre. Il n'y a personne dedans qui vaut la peine de vivre. Donc il n'y a personne. Ça existe. Hein. Les 3 quarts des gens, je vous dis, bah, au Hachem, ils te disent, non, je me laisse pas faire et tout. Alors à ce moment-là, je lui dis, écoute, tu sais quoi? Moi, je ne veux pas te toucher. La preuve, c'est que si tu vas suivre le prolongement des mains qui t'étranglent, tu verras que c'est les tiennes. Moi, je suis resté assis au bureau, moi. C'est toi qui es en train comme ça. Ça n'existe pas. Et si vous dites, oui, bah, c'est pas toujours facile. Hein. Des fois, c'est une personne, des fois, c'est un bourreau, des fois, c'est un monstre, des fois, c'est une folle, des fois, c'est... Rappelez-vous que le bourreau qui est en face de toi ne peut t'atteindre que si le bourreau qui est en toi prend le relais du bourreau qui est devant toi. Faut répéter. À partir de 2, c'est payant. D'accord. Donc, le bourreau qui est devant toi ne peut te faire du mal que si toi-même, en toi, tu as le relais de ce bourreau-là. C'est-à-dire qu'avant d'être victime du bourreau qui est devant toi, tu es déjà victime du bourreau en toi, de toi, qui te rend toi victime. Vous me suivez ou non? Donc il faut déjà que tu finisses de te battre avec tes complexes, avec ta nullité, avec ta peur, avec tes manques, avec ton manque de confiance en Dieu, avec ton manque de confiance en toi, avant de te battre avec l'autre. Parce que l'autre, il ne fait qu'utiliser les relais que tu as même créés, tu as créé toi-même. Maintenant, il a pu les créer, il a pu participer, il y a des pervers, il y a des gens qui font ça à long terme, il y a des éducateurs de longue haleine. Mais ça restera quand même qu'à un moment ou à un autre, tu avais le choix de lui dire, mais je lui dis, réfléchis. Ouais. Mais tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, tu as dit, ah bah je l'aime, il est comme ça, et puis peut-être c'est ma mission, et Mila Shabaïm, écoute, c'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants. Tu as fait ce que tu as fait. Tu as fait ce que tu as fait, mais tu as créé le relais. Vous me suivez ou non? Alors le problème, c'est que quand tu as créé le relais, tu t'es limité encore le choix. Bah oui, parce que si je suis attaché avec une ficelle, je casse la ficelle. Si je suis enchaîné avec des chaînes, si je suis enchaîné par des complexes, je suis enchaîné par une tradition familiale de dépression sur 4 générations. On est tous dépressifs, donc je suis obligé d'être dépressif. Et c'est très difficile, c'est très dur, parce que vous savez, une pression, ça va, mais dépression, ça va pas. Donc la personne, il faut qu'elle essaye de trouver en elle le pourcentage qui va bien pour s'occuper du reste qui va pas bien. Mais la nature, c'est l'inverse. La nature, c'est quoi? C'est se laisser aller. Se laisser porter. C'est la victimisation. D'accord? Donc maintenant, la question, elle est que quand je vais être devant un choix, et que... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Soit, je vais affronter le choix, et je vais grandir du choix. C'est pour ça d'ailleurs que je deviens une personne de choix. Ou non, je vais dire à quelqu'un d'autre, choisis à ma place. Alors, c'est possible, c'est bien, mais ça ne fait pas grandir.
Même le rave, normalement, moi je pense, à un rave normal, hein, parce qu'un rave âgé, c'est compliqué. Mais un rave normal, il ne doit pas décider à ta place. Il te met en situation, il élargit la question, il te dit t'as pas tenu compte de ça et de ça et de ça. Il peut te renforcer, te donner des vitamines, t'encourager, prier pour toi, mais il ne va pas décider pour toi. Parce que s'il décide pourquoi, tu te poses une vraie question. C'est pourquoi la question, Dieu il l'a envoyé à toi, il aurait dû l'envoyer à lui, parce que c'est lui qui va répondre. Premièrement. Et deuxièmement, ça ne fait pas grandir. Sauf exception, que là, tu es à 100%, parce que c'est le Chazon-Ish. C'est Moshe Rabbeinu. Ouais. Mais sinon, le bon Dieu t'a posé une question à toi. Ben alors tu dois répondre. Ensuite, sinon, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un transfert. Moi, ils viennent chez moi, ils me disent, Braham et Chitrit. Imaginez, c'est votre femme. Je dis d'abord, tu dis Chazvé Shalom. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? D'accord? J'ai rien, moi je t'ai pris au téléphone, c'est tout, c'est pas de ma faute si t'as épousé une... D'accord? Mais, j'ai dit non, c'est ta question à toi, elle te concerne à toi. Maintenant, le chamelier connaît ses chameaux. Le chamelier, il connaît ses chameaux. Ouais. Donc, ce qu'il envoie à chacun, c'est ce qu'il peut porter. Toi, on t'envoie 40 kilos, toi, on t'envoie 400 kilos. Maintenant, le chameau a deux défauts. Je sais à qui vous pensez, mais là, c'est à vous qu'il faut penser, c'est pas à l'autre, d'accord? Le chameau a deux défauts. Premier défaut du chameau, c'est qu'il refuse sa charge. Il dit non, je suis pas d'accord. Ouais, ça s'appelle Anotel Einav Bema Sheino Shelo, il regarde chez l'autre. Deuxième défaut, c'est que tu compares avec la charge de l'autre. Ouais, l'autre, il a des enfants faciles, l'autre, il a un mari qui comprend du premier coup, l'autre, il a une femme qui FIFA. Kol Wardo Mazalo. Bah oui, parce que quel est le défaut majeur des gens qui sont autour de toi? C'est qu'ils te ressemblent. C'est dit le Maharal, ouais. Zédomélézé. C'est-à-dire deux choses qui se rapprochent, se ressemblent. C'est comme ça. Après, ça se ressemble par mimétisme ou ça se ressemble par complémentarité, ça ne change rien. Vous me suivez ou non? Parce que toi, par exemple, tu t'énerves que ta femme, elle est un peu Allah. Mais si elle n'était pas Allah, jamais elle aurait supporté tous tes écarts. Parce que si elle était FIFA, du premier coup, elle aurait vu que tu étais un malfaisant. Donc tu es bien content qu'elle était un peu Allah. C'est pareil. Ouais. Toi, tu trouves que ton mari, je sais pas moi, il n'est pas assez généreux. Ok, mais toi, à chaque fois que tu rencontres un agent immobilier, tu achètes un appart. Heureusement qu'il est un peu raisonnable pour te dire, écoute chérie, on en a déjà 4, on va s'asseoir là. On va se poser. Donc ce que lui il appelle de la sobriété et que toi tu appelles un référencement sur bardefeur.fr, ou radin.com ou dépenser ou je meurs. Ouais. Donc, en fait, c'est une lecture différente de la situation. Mais en tout cas, vous voyez, quand vous sortez de votre histoire, que finalement, vous êtes complémentaires. Donc, quand on te met dans une situation, tu dois avoir cette émouna que tu es complémentaire avec la situation. Parce que pourquoi le bon Dieu, il va t'envoyer un truc qui ne te concerne pas? Pourquoi il va te poser une question dans laquelle tu n'as rien à voir? Pourquoi il va te demander de porter un poids que tu ne peux pas porter? C'est pas possible. Donc déjà, tu as cette émouna là. Ouais. Mais quand même, ça reste difficile. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire un pas en avant. Et c'est la mer. Et c'est quoi la mer? La mer, c'est l'inconnu. Si quelqu'un il est perdu dans le désert, bon, ok, il ne sait pas où aller, il ne sait pas où truquer, il ne sait pas où il est le prochain point d'eau. Mais il est sur la terre ferme. Mais si quelqu'un il est sur un bateau, d'accord, à 800 km de la côte et à 3000 km de New York, ouais, et il tombe en arrière dans le bateau, comme ça il se penche pour voir les étoiles, il tombe. Et là il est dans la mer, mais vraiment dans la mer. Il a parlé un petit peu l'après-midi avec un marin, les mecs il a dit minimum c'est 800 mètres de profondeur en dessous de lui. C'est la nuit, l'eau elle est froide, il voit 2 ou 3 ailerons de requin. Et là il dit je veux sortir d'ici. Je veux retourner à la maison. Je veux revoir ma maman. C'est des gens comme ça, tu les vois comme ça, ils ont des yeux énormes. Et puis ils disent maman, maison, maison, maison. C'est un phénomène, c'est E.T. Vous l'avez connu, non? E.T., non? Ça vous dit rien? E.T., entièrement tunisien. C'est des gens qui veulent retourner chez leur maman depuis le départ. Donc, ou extraterrestre. Bon, ça dépend de la lecture, mais on peut assimiler les deux. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Enfin, dans une vision marocaine de la question. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que on va être devant des choix, et le choix, il va nous demander un effort. Et cet effort, en vérité, il s'appelle le sacrifice. Et les gens n'aiment pas les sacrifices. C'est pour ça qu'on a été obligé de mettre le Beth Amikdash, pour que les gens ils commencent à apprécier. D'accord? Mais c'est quoi un sacrifice en hébreu? Sacrifice,
c'est korban. Et korban, ça vient du mot karov. Donc quand on dit qu'on est makriv, ça veut dire qu'on offre un sacrifice, mais makriv, ça veut dire aussi se rapprocher. Alors je vous donne la définition qui peut mettre en équilibre les deux notions, c'est que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Vous suivez ou... D'accord? Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? La matérialité et l'orgueil. Donc quand tu amènes un sacrifice, tu offres de la matérialité, tu offres un bœuf, tu offres un taureau, tu offres un pigeon, chacun selon son... Ouais. Et surtout tu fais teshuva, tu baisses la tête. Donc la teshuva, c'est le tikkun de l'orgueil, et le don, c'est le tikkun de la matérialité, puisque tu as sacrifié Dieu pour la matérialité, donc tu vas sacrifier la matérialité pour Dieu. Donc en fait, tu as sacrifié ce qui te sépare de Dieu. Dans un couple, qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'orgueil et l'égoïsme, pareil, ça s'appelle l'amour-propre. Donc pour atteindre un amour commun, il faut détruire deux amours-propres. Toi tu dis je détruis rien, je reste comme je suis. Regarde, mon père n'a jamais fait d'effort. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai, d'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi tu veux te rapprocher d'elle, il va falloir sacrifier. Elle veut se rapprocher de toi, il va falloir sacrifier. Toi tu veux devenir bon en maths, il va falloir sacrifier. 3 ans, à peu près 1200 pages de brouillon, c'est 6000 exercices, 400 leçons, c'est comme ça. Tu dis non, j'ai pas envie. Bon, bah tu vas rester nul, c'est ce que je te dis. Tu vas à Marseille, tu es à Paris, bah tu sais qu'il y a 800 km, il y a 10 heures de route, il y a 200 € de péage, c'est comme ça. Tu dis non, j'ai pas envie de sacrifier, mais tu ne sacrifies pas, t'as rien. C'est pas grave, tu restes à Paris. Oh, j'aurais voulu, j'aurais aimé, ça m'aurait fait plaisir. Oh, quelque part, ça serait mon souhait de me lever demain matin et de voir la mer. Mais si tu veux voir la mer demain matin, tu prends la voiture maintenant. Ah non, mais c'est trop dur, c'est fatigant, et l'attention... Alors reste ici, je sais pas, achète une vidéo, regarde un clip sur Marseille, je sais pas, fais un truc. C'est-à-dire que les gens, ils veulent le résultat, mais ils veulent pas le sacrifice. Parce que quand les gens, tu leur donnes un programme, ils disent, oui, mais si ça marche pas. Je dis, écoutez, je peux pas vous donner le résultat après le travail, avant le travail. Vous me suivez ou non? Et comment ça compte la séance de massage? 100 €. Ah ouais, et si ça me fait rien? Je dis, ben, on le saura après. Après le massage ou après les 100 €? Toi, ton massage à toi, c'est les 100 € à toi. Parce qu'en fait, tu es tendu parce que c'est que tu dois payer. Donc le jour où tu seras détendu de payer, tu auras plus mal, sans payer. Mais comme pour te détendre d'avoir payé, il faut que tu aies payé, paye. Et tais-toi. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le sacrifice, c'est ce qui rapproche. Oui. Alors le problème, c'est la dimension péjorative, ouais, et anxiogène du sacrifice. Parce que tu dis, encore faire des sacrifices. On me demande encore de faire des sacrifices. Mais tu n'as pas compris. Toi, tu appelles ça un sacrifice. La Torah, elle appelle ça un investissement. C'est comme si un gars il vient chez toi, un petit nerveux comme ça, un petit geek. Il dit, écoute, j'ai trouvé un truc de folie, une application, un truc, il me faut 50 000. Toi, tu dis, attends, 50 000, t'es fou, toi, 50 000. Le mec, il s'en va. Un autre, il lui prête. Un an après, il rentre en bourse, 3 milliards. Tu fais, au fait, pour ta petite application, là, j'ai les 50 000. L'autre, il te regarde même pas. Il est dans la Bentley, il baisse la vitre, il dit, pardon, tu veux faire la vitre? Non, tu te rappelles, on s'est rencontrés, là, tu sortais à peine de la Sorbonne, on a parlé de ton appli. Ah, mais c'est fini, papa, ça. Ça, c'était une opportunité. T'as pas plongé, t'as pas sauté, t'as raté. Je dis, oui, mais j'ai besoin de réfléchir. C'est pas grave. Mais il te reste vachement de temps pour réfléchir. Longtemps. Donc il y a des moments, tu sens que c'est bien, tu sens que c'est bon, tu sens que la fille elle est bien, tu sens que le garçon il est bien, tu sens que c'est une opportunité, tu sens que la maison elle te plaît, vas-y fonce. Ah non, tu sais, moi j'ai besoin de prendre mon temps, je veux donner du temps au temps, il faut savoir prendre le temps, d'avoir le temps, de prendre le temps, de trouver le temps, d'être dans le temps. Ah Botaille, je ne veux pas vous traumatiser, hein. Ne le prenez pas mal. Ça s'appelle une montre. C'est un truc, un outil de torture ça s'appelle. Parce que, pour ça que je dis toujours, il faut acheter une montre avec trotteuse. Parce que tu vois que ça passe. Alors il y a des gens, ils ont trouvé un système pour arrêter le temps. Ils ont appuyé sur pause et ils ont jeté la télécommande par la fenêtre. Donc ils pensent qu'ils ont toujours 14 ans. Ouais. L'autre, il pense toujours que l'autre, elle attend le pardon. Ça y est, Mchifhala, elle est partie. L'autre, il pense toujours que les impôts... Mais le temps passe. Vraiment, je suis désolé de vous choquer, mais le temps passe. C'est anxiogène. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut te bouger le derrière, Yabrel. Tu montes dans le train.
tu lui dis je t'aime, tu envoies un texto, tu t'excuses, tu vas voir tes beaux-parents, tu dis on va tout arranger, tu rends l'argent, je sais pas, tu fais quelque chose. Non, les gens, tu sais, j'ai besoin de mûrir, j'ai besoin de le sentir. Mais l'autre, déjà, il peut plus te sentir, tu veux toi le sentir. Il faut que ça vienne. Comme ça, ils me disent les gens. Mais grave, j'ai besoin de le sentir. Écoute, la fille, elle est bien, elle est sérieuse, elle te plaît, elle est mignonne, elle est intelligente, elle est généreuse, elle est de bonne famille, elle investit, elle est pure. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la boîte de boucheron avec la garantie. C'est un diamant. Le bon Dieu t'a envoyé un diamant. Tu veux que je te dise, tu la mérites pas. Ah bon? Ah, vous êtes dur avec moi. Vous mettez du chantage. Tu la mérites pas. Tu la mérites pas. T'es un brel à la puissance Hamar. Parce que comment tu peux hésiter? T'as déjà vu un mec qui te donne, dit tiens, j'ai un 23 carats là pour 6 000, tu le veux? Le mec qui dit attends. Eh ben, il n'y a plus. Voilà. Toute ta vie, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, on les appelle les chefs de gare. Ils voient les trains arriver, ils les voient partir. Mais ils prennent jamais le train, eux. Donc il faut y aller. Tu vois un bon rave, tu vois un bon truc, tu sens que tu as envie de faire tchouva. Fais tchouva. Ah, tu sais, il faut réfléchir, on sait jamais. Eh ben voilà, réfléchis, voilà. Alors, et qu'est-ce qu'elle en pense? Je sais pas, je suis perdu. Christine, qu'est-ce que tu réponds? Ben quoi, Moïse, c'est à toi de... Peut-être qu'à l'époque, tu aurais dû prendre la décision. Eh ben toute la vie, c'est ça. La vie, c'est des diapositives qui passent. Et toi, on te demande de répondre. Maintenant, toi, tu dis, c'est pas le moment, c'est difficile, j'ai besoin de prendre le temps. Mais le bon Dieu, il a pensé que le diapo, il était bien maintenant. Ouais. Maintenant, la Khaouta vient chez toi. Tu dis, oh, je suis pas au niveau, je suis pas au niveau. Ok, le gars, c'est un gaon, toi, t'es un débutant. Maintenant, il te propose. Dis oui. Après, si j'arrive pas, ben, si t'arrives pas, t'as planté. Mais si t'arrives, tu te rends compte, le tremplin, trac. Moi, un de mes enfants, il est rentré dans un très bon collège. Il m'appelle, il m'a dit, papa, écoute, je suis embêté, ça fait à peine 3 jours que je suis là. Il y a un gars qui est venu, un gars un peu zaken comme ça, genre 50 ans, et il a fait déjà le Marzor 4 fois, et il me propose de faire Khaouta avec lui. Mais moi, j'ai peur, moi, je préfère un jeune de mon âge et tout. Je dis, écoute, mon fils, tu vas demain, tu lui embrasses les pieds, et tu dis merci. Parce qu'il va te faire gagner 10 ans. Parce que lui, il connaît tous les trucs. Tous les trucs, il les connaît. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que les mecs qui faisaient en 6 mois, lui faisaient en 2 mois. Après, c'est vrai, il doit rattraper, il doit bosser, il doit truquer. Mais le gars, il a déjà l'expérience. C'est pas des deux jeunes. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? On fait le taz, ou on fait le char, ou on prend un café. Ah tiens, on prend un café. Oh, t'achètes ta machine à laver. Oh, tu sais, oh, il fait froid dans les maisons. Il a rien foutu de la journée. L'autre, il a pris la machine. Il a pris la machine. 9h, 22h sans arrêt. Je veux dire, le bon Dieu t'a envoyé une machine. Il t'a envoyé une Lamborghini. Et toi, tu te demandes s'il reste une R5 au parking que quelqu'un il serait prêt à donner. Mais c'est une Lamborghini. T'es fou. Ça fait 1 an et demi. Tous les jours, il m'appelle. Il me dit, papa, merci. Papa, tu m'as sauvé. Mais c'est normal. Parce qu'on sait ce que c'est les opportunités. Maintenant, la question, c'est pourquoi tu rates l'opportunité? Pourquoi? Tout le monde te raconte. Ah, j'ai trouvé. À l'époque, on m'a proposé. Ah, tiens, il a acheté. Ah, mais moi aussi, je l'avais visité. Pourquoi tu l'as pas acheté? Ah, mais cette fille, je la connaissais. Je la voyais dans les soirées de célibataires et tout. Et alors? Ah, mais tu sais, c'est pas évident. Elle avait un truc comme ça. Genre, on dirait, le vent, il souffle du même côté pour toute la famille. D'accord. Je dis, ok, elle a un nez un peu comme ça. Ok, mais toi, tu as les yeux comme ça. Je veux dire les deux. Vous avez un point commun. Ouais, au contraire, ça fera des enfants un peu atypiques. Comme ça. D'accord. Mais à un moment, il faut y aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dépasser tes peurs, tu vas dépasser tes limites, tu vas dépasser ta lourdeur, tu vas dépasser ton entêtement, tu vas dépasser ta tronche, parce qu'il y en a vraiment qui connaissent une seule recette, c'est le cake, servi en tranche. Tranche de cake, ça s'appelle. Ouais. Je dis, mais sois souriant, tu vas t'en sortir. Oui, mais c'est pas évident. Tu sens qu'ils portent toute la Shoah sur eux. Ils sont devenus des mémorials de l'angoisse, comme ça. Je dis, mais t'es né au Maroc, toi, quel rapport avec la Shoah? Oui, mais tu sais. Moi aussi, j'ai été déporté dans le 93. Mais qu'est-ce que t'as eu, toi? T'as rien eu. Les mecs, ils ont perdu toute sa famille. Toi, t'as perdu un sac avec ta carte orange. Oui, mais ça m'a choqué, ça m'a détruit. 21 ans de thérapie, quand même, parce que je suis rentré dans une logique d'échec. Je dis, mais t'as rien eu. Et c'était un bon moment, parce que tu n'étais plus un enfant, il fallait rentrer dans le monde des adultes. Et tu sais quoi? Je vais me taper un statut gratuit, il s'appelle victime. C'est mes victimes. Carte de victime,
statut de victime, visage de victime, costard de victime, la victime. La victime. Chaque fois qu'il pleure, il se lamente. Même ses copains, ils l'appellent le mur des lamentations. Il y en a même qui sont tentés de lui mettre un bout de papier dans le nez parce qu'ils ne sait jamais, ça peut porter bonheur. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'à un moment ou à un autre, il fallait y aller. Ouais, il faut passer l'étape d'après. Et bien l'étape d'après, c'est comme tu embrayes. Comme le gars, il a fait 10 ans de collège, paf, il prend un poste. Il rentre dans un truc, il apprend la sofroute, je sais pas, il devient Magitchur, il crée sa yeshiva. Passe la première, passe la deuxième, passe la troisième. Non, mon père, il a voulu m'apprendre à conduire une fois. Alors c'était une 4L, pour ceux qui ont connu. Il en reste dans les musées, mais ouais. Et alors il est à côté de moi, et lui, quand on disait, il me disait, écoute. Rien, il m'a dit, écoute le moteur. Alors il accélère, il fait, oh. Il me dit, tu sens il m'a dit, tu sens qu'il veut la deuxième. Le moteur, il veut la seconde. Passe la seconde. Oh, maintenant, tu es au bout de la seconde. Il veut la troisième. Passe la troisième. Eh ben, c'est pareil, maintenant, ton enfant, là, tu vois, il a 16 ans, il a 17 ans. Tu vois qu'il veut te parler. Ne dis pas, mais tiens, gamin, je vais pas parler avec toi. Passe la seconde. Va lui parler. Ta fille, elle te dit, écoute, papa, elle te tourne en rond, elle rentre dans le bureau, elle ressort, elle te fait des trucs. T'as senti qu'il y a quelque chose. Va la voir, toi. Tu dis, mon amour, tu veux qu'on parle? Tu dis, non, je comprends pas. Moi, il faut qu'elle vienne, qu'elle baisse la tête. Écoute, on n'est plus à voir ça en 42. Ça y est, ça a changé un peu. Ouais. Donc va vers elle, fais le pas. Ouais. Et après, non, après ça, catastrophe, t'apprends un truc, un malheur, l'oraleno, simsileno. Et après, j'aurais dû lui dire, j'aurais dû lui parler. Mais pourquoi t'es pas venu me parler? Mais papa, je suis venu 50 fois. Mais je voyais tes yeux, je voyais tes nerfs, je voyais tes trucs, t'avais pas le temps, t'étais pas disponible. Je suis parti. Parce que toi, t'as un yetza de pas lui parler. Mais elle aussi, elle a un yetza d'avoir peur de te parler. Ça marchera pas. Donc, si tu crois en Dieu, encore une fois, Audon Kolo, cousin de Marco Polo, ouais, cette réalité-là, elle s'adresse à toi. Maintenant, est-ce que toi, tu es atteint de cette maladie très très répandue chez nous qu'on appelle la rfifout? Tu es rfif, tac, réactif, ou tu es atteint de cette maladie dégénératrice qui s'appelle al. Un peu comme le maigre là dans Laurel Hardy. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais pas extérieurement. Extérieurement, tu vois rien. Costard cravate, nerveux, chef d'affaires, homme d'affaires. Mais à l'intérieur, ah là, totalement. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, ok, bah c'est facile, vas-y, appelle-la et dis-lui que tu l'aimes. Ouais, c'est à moi de le faire. Je dis, bah crève. Ça, c'est une proposition. On ira ensemble cracher sur ta tombe, avec elle. On dira, bah, il est un mec bien qui est mort. Non! Tu l'appelles, tu dis que tu l'aimes. Regarde tous les textos. Tous les textos, ça veut dire dis-moi que je t'aime, dis-moi que je t'aime. Tu vois, tu sais pas lire. Moi, je le vois, moi. Ouais, mais vous savez, c'est pas évident. Hein. Des fois, il y a des effets pervers. Puis après, on peut passer pour quelqu'un de faible. Mais arrête de vous faire ta psychologie à 2 balles. Mais t'étais abonné à psychologie, toi, ou quoi? Et c'est Picsou, ça va t'ouvrir l'esprit. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que les gens, là où il faut être intelligent, ils sont bêtes. Ouais. Et là où il faut être bête, c'est-à-dire ne pas réfléchir, ils sont intelligents. Vas-y. Ouais. Ben, c'est ça le problème. C'est qu'il y a la mer devant toi, il y a un mur, ouais, et on te dit, plonge, parce que tu sais au fond de toi qu'il n'y a pas où aller, il n'y a que ça à faire. Moi, j'adore quand les gens ils viennent, ah, écoutez, je suis très embêté, j'ai vraiment une question qui me détruit, qui me turlupine, qui me torture. Et quand tu réponds, il dit, ah, bah c'est ouais, mais c'est ça que je pensais. Ah, pourquoi t'as demandé alors? C'est très bizarre. Pourquoi en vérité, la vérité, qu'est-ce qu'il doit dire le Rav? Sauf s'il est touché par l'esprit divin. Ouais, il doit dire du bon sens. Maintenant, le bon sens, tout le monde le connaît, j'espère. Le problème, c'est est-ce que tu as le courage de croire dans ton bon sens? Donc, tu te sers de l'autre pour qu'il t'aide à aller dans le bon sens que tu as toujours pensé. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une règle dans le parachutisme, que tu aies sauté une fois, que tu aies sauté 5000 fois, il y a toujours un gars à la porte de l'avion qui dit « go ». Toi, tu arrives à la porte de l'avion, tu dis « c'est bon, d'accord, je suis moniteur, j'ai sauté 5000 fois. Monsieur, c'est la procédure, je suis là pour vous dire go. D'accord? Alors go, tu l'épouses. Go, finis ton bac. Go, rentre au séminaire. Go, passe à autre chose. Go, achète l'appartement. Go, va faire l'examen. Va faire la biopsie. Oui, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Qu'est-ce que tu veux, toi, que dans 6 mois, le mec il dit dommage, vous n'êtes pas venu il y a 6 mois? À partir de ce que tu sais, tu peux soigner. Il faut un diagnostic. Ah, tu dis non, j'ai trop peur. J'ai trop peur de ce que je vais trouver. Mais si tu as tous les symptômes, fais un diagnostic. À partir d'un diagnostic, on peut se battre. Tu veux faire médecine naturelle, tu veux faire un truc de chinois, tu veux faire la vraie chimio, tu veux faire quelque chose, tu veux t'en sortir, tu veux prendre des brachot, tu veux manger des tefilines, tu vas trouver quelque chose.
Mais il faut qu'on parte d'une base. Toi, tu es dans le déni, toi. Non, 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 rien du tout. Il n'y a rien, rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais dans la méthode Coué, ça a marché qu'une fois, laisse tomber. Si tu es vraiment le bal habitachon, c'est-à-dire tes babas salés réincarnés, ok, c'est pas grave, tu as le droit de dire il n'y a rien. Mais si c'est pas ton cas, que tu penses qu'il n'y a rien parce que tu as peur d'assumer qu'il y a quelque chose, donc tu n'as pas le bitachon en vérité, tu as juste le déni de réalité. Et le déni de réalité est un non-choix. Et le non-choix, contrairement à ce qu'on pense, est stressant. La preuve, les non-choix, on est obligé de les mettre en boîte avec de l'huile. Ça s'appelle des boîtes de non-choix. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. D'accord. Mais l'idée, c'est ça. Les gens croient que le non-choix n'est pas un choix. C'est faux. Le non-choix, c'est un choix. Bah oui, parce que tu as choisi de ne pas choisir. Tu dis, j'ai peur de choisir, j'ai peur de me tromper. D'abord, c'est pas à moi de choisir. Qui a dit que je suis concerné pour avoir à choisir? Et puis, si je choisis pas, bah, qu'est-ce qui se passera? Et puis, ça me stresse de choisir. Pendant tout ce temps-là, tu n'as pas choisi. Donc, tu as choisi de ne pas choisir. Maintenant, jusqu'à quel âge tu vas continuer à penser que pendant que tu réfléchis, la situation arrête d'évoluer? Vous suivez ou non? Tu sais pas, tu dis, attends, j'ai remis la prise du frigo, j'ai pas remis la prise. J'ai remis la prise, j'ai pas remis la prise. J'ai remis la prise, j'ai pas remis la prise. Écoute, tu as une chance sur deux que tout est pourri dedans. Parce que ça fait quand même 2 semaines. Tu dis, mais peut-être que je l'ai remis. Ok, alors vérifie. Tu dis, non, mais j'ai pas la tête de descendre un escalier. Ok, alors ça pourrit. Après, tu ouvres la porte, tu dis, oh, c'est pourri. Oh, tout a pourri. Oh, mais c'est quoi? Pourquoi tu te mets dans un état pareil? C'est quoi c'est l'état de mon couple? C'est quoi l'état de mes enfants? C'est quoi l'état de mes finances? C'est quoi l'état de ma Emouna? Tu tombes par-dessus. Attends, mais comment j'ai pu craquer sur un Isaïon tellement débile? Mais Baba, depuis quand la prise, elle est enlevée? Depuis quand le courant ne passe plus? Parce que tu croyais que le non-choix n'était pas un choix. Le non-choix est un choix. Et je vais dire pire encore. Et le non-choix, il est encore plus engageant que le choix. Mais justement, c'est ça mon problème, c'est que je ne me suis pas engagé. Et tu n'as pas besoin de t'engager. Parce que quand tu décides pas d'aller, tu as choisi de laisser aller. Donc le monde, il continue à tourner. Les choses, elles arrivent. Les opportunités, elles passent. Le décor, il défile. Et il n'y a que toi qui t'es fabriqué comme une espèce de troisième dimension dans lequel tu dis non, il n'y a rien à changer. Je réfléchis, j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de ressentir. Et pendant ce temps-là, le monde, il bouge. Les gens, ils vieillissent. Les opportunités, elles passent. L'euro, il prend 2 trucs. Le shekel, il descend. La yeshiva, il a fermé. Le business, il s'est vendu. C'est comme ça, la vie. Tu dis, ah bon? Bah oui. Moi, je donne toujours cet exemple. C'est comme le gars, il doit prendre le train. Il a un billet de train. Il a fait une réservation, il a un billet. Donc, c'est marqué Paris, Gare de Lyon, Marseille, 10 mai, 8h30. OK. Bon, eh ben, il est là avec sa valise. Et puis, il monte la côte. Et puis, il arrive en haut. Et puis... il a un problème, c'est qu'il est 8h30, d'accord? Et il n'y a pas de gare. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent tellement en retard. C'est pas le train qui rate, c'est la gare. Donc il voit un petit vieux assis comme ça devant un banc, il dit, écoutez, excusez-moi, on est place de la gare ici? Oui. Où est la gare? Il y a un supermarché. Il dit, ah, monsieur, il y a 10 ans qu'ils ont enlevé cette gare. Ah bon? Mais j'ai un billet de train. Il dit, mais quelle année? Eh ben voilà, attendez, j'arrive pas très bien à lire parce que vous savez comment c'est avec l'âge. Voilà, c'est marqué. 2009. Voilà. 1er juin 2009, ça fait 10 ans que vous êtes dans le coma, monsieur. Les trains, ils partent. Non, les trains partent. Mais qu'il a, je m'excuse. Hein. Les journées, elles passent. Les gens, ils vieillissent. Les enfants, ils grandissent. Les parents, ils vieillissent. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je suis très embêté parce que j'ai quand même un billet. Hein? J'ai quand même un rendez-vous, là. J'ai rendez-vous chez le dentiste et je comprends pas pourquoi il me reçoit pas. Mais il est parti, le dentiste, il est mort. Il y a 2 ans. Je comprends pas, le gars. Ouais. C'est-à-dire, toute la vie, c'est comme ça. L'autre, il a des francs. Il arrive, il dit, allez, finalement, je l'achète en liquide. Ah, il amène des francs. Mais qui dit, attendez, monsieur, qu'est-ce que je fais avec des francs? Écoutez, attention, il y a 500 000 francs, là, monsieur. Hein. Nouveau, hein. Le mec, il dit, écoutez, là, on est en euros, là. Pardon? Non, c'est fini, là, on est en euros. Non, je sais que ça a l'air débile, les exemples, ouais. Mais quand tu vois un homme de 45 ans
qui parle à sa fille de 20 ans comme si elle avait 8 ans, il n'a pas compris qu'on a changé de monnaie. Il n'a pas compris que l'autre, elle a changé. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'a pas pris le train assez régulièrement pour se rendre compte que la vie, elle passe. C'est comme quand tu uses, parce que ça, c'est une des grandes forces du Yetzirara. C'est que, il use la savalanout de l'autre, la patience de l'autre, et quand il n'y a plus aucune patience, ouais, celui qui a vécu sur la patience de l'autre, il vient, il dit, allez, maintenant, je suis prêt à changer. Mais l'autre, il n'y a plus de crédit, c'est fini. Il n'y a plus rien. Si, tu sais quoi, j'ai bien réfléchi, ça fait 10 ans que tu me dis, ce caractère, ce truc, la place de ma mère, les insultes, les coups, t'as raison, finalement, j'ai parlé avec le Rav, j'ai vu un film, j'ai compris que c'était important, tu sais quoi, allez mon amour, allez viens, on attaque la thérapie. Il dit, mais moi, c'est fini, moi, ça y est, voilà la date de l'avocat, voilà, c'est fini. Pourquoi le gars, il se réveille quand c'est mort? Alors, je te dis ça, le Yetzirah, il organise ça, ça s'appelle l'agenda des rendez-vous manqués. C'est l'agenda des rendez-vous manqués. Que quand toi, tu es prêt à faire l'effort, l'autre, il veut pas. Et après, quand toi, tu t'en peux plus, l'autre, il dit, on y va. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, d'un autre côté, on connaît pas le timing. Moi, je dis toujours ça aux gens. Ok, c'est vrai, c'est pas le moment, c'est difficile, vous en pouvez plus. Mais tout ça, c'est la mise en scène du Satan. Mais au fond, qui c'est qui peut garantir? T'as un enfant, il faut rien à l'école. Au fond, tu sais pas quand est-ce qu'il va se mettre à bosser. Ben, un jour, il se met à bosser. Tu vas lui dire, mec, tu sais quoi? J'ai tellement souffert que t'as rien foutu que maintenant, je préfère que tu continues à rien faire. Ben non. Tu vas dire, bon, bah écoute, on y va. Allez. Ok, c'est maintenant, c'est maintenant. Et dans tout, c'est pareil. Dans tout. Ils ont vu des batlanim qui sont levés un matin et qui ont dit, je finis le Talmud. Et ils ont fini le Talmud. C'était un batlan de chez Batlan. Ouais. Donc c'est pareil, il foutait rien à l'école. C'est pareil, t'es têtu. Il a eu un choc moral, ou il avait perdu son père, ou un truc, bien secoué, il dit, mon amour, il faut qu'on trouve le langage commun, je vais mettre à ta hauteur, j'ai compris la femme que tu es. Des fois, il faut une maladie, des fois, il faut une grossesse qui se passe mal, des fois, il faut... Pourquoi les gens, ils ont besoin des chocs, on dirait, ouais, pour revenir dans la réalité? Ouais. Parce que c'est ça ce que la Torah, elle demande. La Torah, elle demande qu'un homme soit perpétuellement en conscience, perçu maximum. C'est pour ça que la Torah, elle appelle le fauteur Poshéa. C'est quoi Poshéa? Fauteur. Ça vient de Pshia. C'est quoi Pshia? Négligence. La négligence, c'est quoi? C'est le manque de présence d'esprit. Le problème, c'est que la présence d'esprit, c'est le lien que tu as avec la réalité. Ce qu'on appelle le da'at. Et quand il n'y a pas de da'at, il n'y a plus de réalité, puisque une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Alors tu dis, bah, j'avais perdu l'esprit. Après, tu dis, j'ai retrouvé l'esprit. Ouah, donc Grenier, là-bas, il a ouvert une malle, il a trouvé l'esprit. Oh, l'esprit que je cherchais partout. J'ai retrouvé l'esprit. D'accord? L'autre, il dit, j'ai retrouvé ma tête. L'autre, il dit, j'ai compris l'importance. L'autre, j'ai vu la gravité. Je dis, mais qui t'a empêché avant ça de le faire? Pourquoi un homme, il doit étudier la Torah tous les jours? Pourquoi il doit réfléchir sur sa vie? Pourquoi il doit travailler ses midotes? Pourquoi il doit analyser son couple, ses enfants, réfléchir à sa parnassa, regarder ses actes, mettre une caméra en permanence sur son vécu? Parce que c'est la seule manière de ne pas rater sa vie. Parce que le pire qui peut t'arriver, c'est quoi? C'est de voir ta vie passer en disant, oh, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais cru, j'aurais su, j'aurais lu, et bah c'est fini. Donc ce qu'il faut, c'est que tu le fasses. Mais comment tu le fais? Parce que quand le signal d'alarme sonne, tu te lèves. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand ça clignote? Ça, il y a le feu dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah non, t'enlèves l'ampoule, tu dis on va pas dormir. T'enlèves l'ampoule. Bah oui, j'enlève l'ampoule, écoute, je peux pas rester comme ça des heures et des heures à voir l'ampoule. Bah tu te lèves, tu vas, tu éteins le feu, t'appelles les pompiers, je sais pas, tu t'appelles le 17, tu fais quelque chose. Non, écoute, tu sais, moi j'éteins l'ampoule, il n'y a pas que moi dans le monde, et les choses se feront si elles doivent se faire. D'accord, mais on te l'a montré à toi. Donc en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Hachem, il t'a mis devant une réalité, et toi, tu dois rentrer dans la réalité. Le problème, c'est que cette réalité, elle est plurielle. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'il y a toujours un choix à faire, et dans un choix, il y a A et B. Il y a le choix A et le choix B. D'accord? Il y a ce garçon-là, qui est gentil, qui est sérieux, qui est religieux, qui est honnête, mais bon, qui n'est pas très marrant. Mais la vérité, le mec... L'autre, par contre, il est déclassé, il est rigolo, il est sympathique, il est beau, il a un profil, on dirait, je sais pas moi, James Dean, ouais.
Bon, au niveau avenir, il n'est pas très sérieux. Au niveau du choix vitaminique, il est très branché herbivore. Au niveau professionnel, il est en passe de projeter, d'imaginer qu'il va se mettre au travail, bliné d'air. Mais t'en fais pas, tu manqueras de rien. Je suis en 4e année de mythologie, puisqu'il étudie la mytho tous les jours. Il est très très haut niveau. Hein. Ses profs le surnotent. En mytho, il est le meilleur. C'est vraiment le meilleur, le roi de la mytho. Mythologie, ça s'étudie, c'est connu. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? L'autre, il est mignon. L'autre, il est moins mignon. L'autre, il est très sérieux, mais il n'est pas très marrant. L'autre, il n'est pas sérieux, mais il est très marrant. Et c'est comme ça. Moi, ils viennent chez moi des fois. Ahmed Chetrit, écoutez, là j'ai un dilemme. Je vous avais dit de ne pas faire de Shidochim en même temps. Oui, mais vous comprenez, Mina Shamaïm, c'est peut-être Mina Satanim. Parce que l'autre, elle a des qualités, puis l'autre, elle a des qualités, puis l'autre, elle a des défauts, et puis l'autre, elle a des défauts. Et entre les deux, mon cœur... Je dis, écoute-moi bien. De quoi tu parles? Il me dit, voilà, l'autre, elle est religieuse, non, elle est sérieuse, elle est bien, elle est mignonne. Et l'autre, bah écoute, elle est très très mignonne, elle est très sympa, elle est très ouverte d'esprit et aussi... D'accord? Et... Mais bon, évidemment, elle n'a pas encore fait tchouva. Bon, elle a dit que le cochon, elle prend sur elle de le manger qu'une fois par mois. D'accord? Le Shabbat, elle est ok, mais ça tombe samedi. Mais si Dieu veut, je vais la ramener doucement, doucement. Je dis, écoute, t'as fait 3 ans d'yeshiva, t'es pas adapté. Oui, d'accord, mais elle a des qualités morales incroyables. Non, mais c'est comme ça qu'il me parle, les gars. Il me parle comme ça. Mais le Bachour Yeshiva, il me dit, mais attends, mais elle est complètement fraîche. Elle est complètement à côté de la plaque. Oui, mais je vais la ramener petit à petit. Qu'est-ce que tu vas ramener du tout? Toi, pour te ramener, toi, ça a pris 10 ans. Tu crois que pour la ramener, ça va prendre quoi? 3 décennies. Ils sont bizarres, les gens. Donc, c'est quoi l'idée? Je dis, écoute, voilà, c'est comme ça. Tu décides qui tu es. Si tu es un froum, fry, tu le pousses celle-là. Si tu es un fry, froum, tu pousses celle-là. Un mutant. D'accord? Bon, mais moi je l'oublie. Il revient 2 ans après. Ah, mais Chetrit, voilà, j'ai rentré. Bon, j'ai un dilemme, il y a 2 filles. Je dis, attends, mais je te connais, toi. C'était Jennifer et Myriam. Ouais, c'est ça, Jennifer et Myriam. Bon, il y en a une très. J'écoute, écoute-moi bien. Myriam, elle s'est mariée entre temps. Elle a 2 gosses. Alors là, tu l'enlèves de la carte, celle-là. Ah bon, déjà? Mais j'avais besoin de réfléchir. Ok, toi, tu réfléchis. Mais la vie, elle n'est pas arrêtée parce que tu as réfléchi. Oui, non? Oui? Donc dans le choix A, il y aura des avantages. Dans le choix B, il y aura des avantages. Dans le choix A, il y aura des inconvénients. Dans le choix B, il y aura des inconvénients. Maintenant, il y aura toujours des avantages et des inconvénients, et il y aura toujours 2 possibilités. Pourquoi? Parce que Hachem, il envoie la situation. Mais elle est aussi proposée et développée par le Satan. Et le Satan, c'est l'Yetzirah. Et l'Yetzirah, c'est l'ange de Amalek. Et Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Et Safek, c'est le doute. Donc, par transitivité, le Yetzirah, c'est le Safek. Maintenant, tu me dis, oui, mais je doute. Mais c'est normal. Parce que dans un doute, c'est qu'il y a 2 possibilités. Maintenant, le problème, c'est que les 2 possibilités, elles sont nourries. Donc, il y a assez de qualités pour que tu envisages de te marier, mais trop de défauts pour que tu envisages de confirmer. Et t'es comme ça. Ouais. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Parce que, pourquoi? Parce que, de toute façon, on a dit que dans l'absolu, il y aura toujours du bien et du mal. Deuxièmement, que par forme de mimétisme, ça veut dire aussi que chez toi aussi, il y a du bien et du mal. Seulement, les concessions que tu fais avec toi pour ne pas voir le mal, tu ne les fais pas avec le mal de l'autre. Mais vous avez le même niveau de mal. Vous me suivez ou non? Elle me dit, ouais, mais une fille, elle n'est pas du tout snivoute, elle se promène toute nue. Je dis, ok, mais toi, t'es pas Shomer Shabbat. Il me dit, oui, donc vous êtes pareil, mais pas dans le même domaine. D'accord? Elle dit toujours la vérité. D'accord, mais elle parle peu. Toi, t'arrêtes pas de parler, t'es un vendeur, mais t'arrêtes pas de mentir. Vous êtes pareil, les deux. C'est juste d'accepter que la complémentaire, elle n'est pas exactement par mimétisme. C'est tout. Après, quand tu as l'honnêteté de le voir, c'est facile. Après, tu me dis, ok, d'accord, mais il y a quand même des défauts. Je dis, ok, alors je vais t'expliquer pourquoi il y a des défauts dans un choix. Pourquoi il y a des inconvénients. Pourquoi il y a toujours des avantages et des inconvénients. Parce que toi, tu aurais voulu qu'il n'y ait pas d'inconvénients. D'accord? Que ce soit simple, que ce soit clair, que ce soit beau, que ce soit ensoleillé, qu'il fasse beau, que les maisons soient en couleur, que le parterre soit rouge, qu'il y ait de la musique dans la rue et que tu puisses prendre une photo avec Dingo. Ça existe, ça s'appelle Disneyland. Et si tu as le mérite, si Dieu veut, de survivre
jusqu'à la fin de la journée, tu pourras assister blinéder à la grande parade, au Mashiach, d'accord? Mais la vie, c'est pas Disneyland. C'est pas comme ça. Il n'y a pas. Ah, j'aimerais bien, ça serait super. Arrête de lire des lois de l'eau de rose, parce que des romans à l'eau de rose et de voir des feuilletons qui se terminent bien. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est pas simple. Faut se battre, faut y aller, d'accord? Il faut assumer, il faut grandir. Et c'est tout. Tu dis, ah, c'est pas comme au cinéma. Eh ben non. T'as pas compris que les plus grands films d'amour, ils ont été écrits par des scénaristes qui eux-mêmes étaient frustrés de ne pas l'avoir vécu. Je crois qu'ils t'ont raconté leur histoire. C'est ça que tu as en commun avec le film, c'est que tu as la même frustration que le mec qui l'a écrit. C'est pour ça que tu le trouves bien le film. C'est trop, c'est exactement moi, purée. Bah oui, pourquoi il va te le vendre si tu n'en as pas besoin? Donc vous avez compris une chose incroyable, c'est que dans tous les choix, il y a du bon et du mauvais. Ah, tu sais pourquoi il y a du mauvais dans le choix? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, le mauvais, c'est ce qui dérange. D'accord? Ben, ce qui te dérange, c'est la seule manière d'atteindre ce qui t'intéresse. Par exemple, tu veux devenir Talmid Chacham. Ah, je te dis, bon, il faut donner 10 ans, c'est de l'araméen, il faut se prendre la tête, il faut apprendre des phrases par cœur, il faut travailler ses midot, il faut prier tous les matins. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Eh bien, ce qui te dérange, c'est ce qui permet d'atteindre ce qui t'intéresse. Donc, en fait, le négatif, c'est le chemin d'accessibilité au positif. Tu veux ou non? Toi, avec ta femme, tu veux la proximité, tu veux la communication, tu veux la communion, tu veux l'épanouissement intime maximum, tu veux la complicité, tu veux la loyauté, tu veux... Mais tu sais qu'est-ce qui va contre ça? L'égoïsme, l'orgueil, la bêtise, la lourdeur, les minagines, la psychorigidité. Donc ce qui te dérange, en fait, c'est le chemin pour arriver à ce qui t'intéresse. C'est pour ça qu'on a dit que tu dois sacrifier ce qui te dérange pour atteindre ce qui t'intéresse. Les gens disent, bah, c'est difficile. Ok, alors toi, tu vas sacrifier ce qui t'intéresse, il va rester ce qui te dérange. Après, tu dis, je vais mourir. Je vais mourir. C'est le cauchemar vivant. Mais Rav, c'est exactement ce que je voulais pas, je l'ai trouvé. Mais c'est normal, puisque tu n'as rien sacrifié. Parce que dans la vie, rappelez-vous, cette phrase de Ben Chetri, très connue, c'est que dans la vie, on n'obtient pas ce qu'on a. Ouais, on obtient seulement ce qu'on a sacrifié. C'est ce que tu as, c'est les sacrifices faits. Le reste, ça dépend pas de toi. Mais toi, tu sacrifies. Toi, tu fais l'effort. Ouais. Toi, tu vas, tu demandes pardon, tu t'investis. Tu donnes à l'enfant le meilleur, tu payes ton loyer, tu investis dans le business, tu te casses la tête sur la Guémara. Toi, tu fais le sacrifice. Parce que ça, tu sais ce que c'est. Le résultat... T'as compris ou non? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, le résultat, c'est pas que tu as obtenu ce que tu voulais. Le résultat, c'est que tu es devenu ce que tu devais être. On appelle en français la satisfaction d'être. Maintenant, les choix font grandir. Donc le vrai problème, c'est pas de choisir cette voiture-là ou cette voiture-là. C'est pas de choisir c'est ce garçon-là ou ce garçon-là. C'est pas de choisir être religieux ou pas être religieux. Ouais. Le vrai problème, c'est pas le sujet du choix. La vraie question, c'est l'exercice du choix. C'est la pratique du choix. C'est la musculation du choix. Maintenant, quand tu te muscles à choisir, tu verras que c'est de plus en plus facile à choisir. On appelle ça un homme de décision. L'homme de la situation. Mais quand toi, tu t'entraînes à ne pas choisir, soit parce que tu esquives, soit parce que tu transfères, soit parce que tu dénies, ouais, tu es dans le déni, eh ben, tu t'étonnes que tu as de plus en plus de mal à choisir. Alors au début, ça s'appelle des doutes, après, ça s'appelle des angoisses, après, ça s'appelle des crises de tachycardie, après, ça s'appelle des phobies, après, ça s'appelle des obsessions, après, ça s'appelle des tocs. Et tu vas vérifier 84 fois que la porte, elle est fermée. Maintenant, tu l'as fermée, tu as la clé dans la porte. Bon, écoute, hein, tu sais, moi, qu'est-ce que ça me coûte? Ça me rassure, ça me fait du bien. Ouais, ça fait 74 fois. Ça fait 85 fois qu'il fait Netiat Yadayim. Tu dis, maintenant, tes mains, elles vont tomber en lambeaux, là. Ouais. L'autre, il vérifie à 44 fois quelle heure ça rentre Shabbat. Mais tu viens de voir, 17h42. Ouais, attends, mais peut-être je confonds avec la semaine dernière. Tu sais, la mémoire, ce truc, et puis Alzheimer. Là. En fait, tu as attrapé une maladie très grave qui s'appelle le doute. Vous suivez ou non? Et que Chas Veshalom lo alenu simsilenu peut devenir chronique. Parce que moins tu as d'assurance, moins tu as d'affirmation, moins tu as musclé la décision, plus tu as musclé le doute. Et quand tu as un doute qui est très très fort, je te dis au point qu'il devient phobique, c'est même difficile à soigner. Ben oui, parce que tu vas même douter de la personne qui veut t'aider à t'en sortir. Après, tu vas douter que le traitement il marche. Après, tu vas douter que ça sert à quelque chose. Donc en fait, tu es enfermé dans ton safek.
Pour ça que Safek, c'est la même lettre que Psak. Et Psak, c'est trancher. Donc le contraire de douter, c'est trancher. Mais le problème, c'est que trancher, c'est décider. Et c'est ça ton problème. C'est que tu n'arrives pas à décider. Alors je te dis le secret, ça parle de ça, l'embarras du choix. Ouais. Que le secret, c'est une phrase simple, c'est que la sagesse populaire, on dit choisir, c'est savoir renoncer. Choisir, c'est savoir renoncer. Mais en vérité, c'est deux facettes du choix. Parce que dans le choix, il y a un choix, je vais vers, ouais, mais à part ça, je renonce à. Mais c'est la même pièce. Quand tu as une pièce d'1 euro, derrière, il y a un dessin. Tu dis, oh, peut-être derrière, il y a une photo de Mike Brandt. Mais non, c'est 1 euro. Donc, quand tu as un côté, tu as l'autre côté. D'accord? Eh ben, c'est pareil. Quand toi, tu vas, par exemple, tu vas à la montagne, tu renonces à aller à la mer. Oui, non, oui, non. Non, c'est pas évident. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la plage en bas des pistes. Mais non, tu es à la montagne, tu n'es pas à la mer. Quand tu l'épouses celle-là, tu renonces à toutes les autres. Tu dis non, moi je conjugue l'amour au pluriel, t'es un mec dangereux. Ouais. Quand tu rentres à la yeshiva, tu renonces au business. Oh oui, mais pourquoi pas, tu sais, on peut trouver le compromis. Mais le compromis tient ses promesses, tu t'en sortiras pas. D'accord. Donc, il y a un moment ou un autre, il va falloir choisir. Mais choisir, c'est renoncer. Le problème, c'est que l'exercice du choix et l'exercice du renoncement, c'est pas du tout le même travail. D'accord? Donc, il faudrait faire des exercices de renoncement. Ce qu'on appelle en hébreu le vitour. C'est ça les vatères. Les vatères, c'est pas l'endroit où chacun il va se libérer de ses problèmes. Ouais, non. Les vatères, c'est renoncer. Mais tu arrives à renoncer, toi? Tu dis non, je renonce jamais. Jamais je renonce. Ok. Alors, quand tu renonces jamais, c'est bien, c'est une qualité. Ça s'appelle la détermination. Mais quand tu renonces jamais alors que tu as tort, ça s'appelle l'obstination. J'ai eu un gars comme ça, il n'y a pas très longtemps au téléphone. Il m'a tellement saoulé au bout d'une heure de discussion, alors que le gars, il était censé avoir un cerveau. Je dis, écoute, j'avais plus. Écoute. Bon, je pose une question intelligente. Quelle différence entre obstiné et déterminé? Alors, bac plus 8, hein, le gars. Hein. Je dis, c'est facile, il y en a un des deux qui est un CON. Mais alors, c'est quoi un CON? Un CON, c'est le contraire de quelqu'un d'intelligent. Et intelligent en philosophie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. Donc le CON ne s'adapte pas. Maintenant, comme la vie, elle change, comme tes enfants grandissent, comme ta femme, elle truc, comme la situation, donc tu es obligé de t'adapter. Donc l'intelligence, c'est quelqu'un qui va être tout le temps, en capacité et en effort d'adaptation. Maintenant, dès que tu t'arrêtes de t'adapter, même si tu avais un certain niveau, même si tu as des qualités, même si tu as un certain niveau de religion, mais ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment, la situation, elle évolue, toi, tu n'as pas évolué. Je vous dis, hein, surprenez-vous à vous écouter parler à une enfant de 18 ans. Je dis, mais comment je lui parle? C'est pas un bébé. Oui. Surprenez-vous à insulter la personne qui va donner 5 enfants. Je dis, mais comment je peux faire un truc pareil? Ah, mais elle m'énerve, elle me pousse à bout. Mais t'as donné 5 enfants, mais comment? Même l'idée de l'insulter, comment elle est sortie dans ta tête? D'où elle est venue? Ou les soupçons que tu peux avoir sur quelqu'un qui t'a aidé pendant 20 ans. Tu dis, oui, mais hein, tu sais, les gens, ils t'aident, hein, mais ils cachent leur vrai visage. Ça t'a été tellement étouffé par le complexe de la reconnaissance que tu es prêt à imaginer que l'autre, il est tordu. Mais l'autre, il n'a jamais rien fait de mal. C'est un peu ça son problème. Il t'a fait que du bien. Et toi, maintenant, comme tu as un devoir de reconnaissance, tu es tellement étouffé par le devoir de reconnaissance que tu préfères imaginer que l'autre, il est tordu plutôt que d'avoir à subir ce mal-être de la reconnaissance. Mais le mal-être de la reconnaissance, Yabrel, s'appelle la maturité. Et le mal-être de la reconnaissance, ouais, c'est le principe d'encore. Et le mal-être de la reconnaissance s'appelle l'orgueil. Oh, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux pas te soigner? Va te soigner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dois travailler, je dois muscler. Parce que ça, c'est une chose que les gens ne comprennent pas dans les cours. Ça fait 25 ans que je donne des cours. Les gens ne comprennent pas. Ça ne suffit pas d'écouter les cours. Il faut travailler les cours. Il faut travailler la matière. Il faut travailler le sujet. La Idia, c'est facile. Les gens, ils ne savent pas. Ils disent, oh, je savais pas. Ah, j'ai écouté. Ah, je sais, maintenant je sais. Ah, vous savez, j'écoute tout le temps. J'écoute toute la journée, ça me fait du bien, ça me donne des forces. Ok. Mais ça ne suffit pas. Parce que c'est Vayadarta, va chez Vota et les va verra. Il faut travailler. D'accord? Arrête d'écouter un cours par jour, ça ne sert à rien. Tu vas faire une overdose. Ouais. Tu prends un mois, tu dis un mois, je vais travailler sur le cours, voir l'autre positivement. Un mois. Je l'écris, je l'écoute 4 fois, je l'écris entièrement.
je le divise en séquences et tous les jours je travaille. Et tu verras que quand tu as développé cette sensibilité, d'un seul coup, tu vois les événements. Tu vois les occasions de travailler sur voir l'autre positivement. Et là, tu commences à changer. Pourquoi? Parce qu'il dit Rav Yerucham Halevi, le principal, c'est que la notion, elle devient une nature. Hachena Teva, jusqu'à ce que ça devienne une nature. Mais tant que ça reste une notion, c'est bien, t'es cultivé. T'es un monstre intelligent. Pas intelligent. T'es juste cultivé. Parce que quand t'es intelligent, c'est que t'es adapté. Ouais. Quand tu t'adaptes, tu assumes. Quand tu assumes, tu changes. Mais si tu n'assumes pas, tu restes un CON. Et le CON, il souffre. Alors comment il fait pour justifier le fait qu'il n'est pas adapté? Soit il accuse les autres, soit il se met en victime, soit il s'invente une autre lecture personnelle de l'événement. Mais tu n'as pas besoin d'inventer une lecture de l'événement, puisque l'événement, il est en face de toi. Vous comprenez ou non? Voilà, la question, elle est là. Vas-y, qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, mais tu comprends, j'ai une autre approche, j'ai une autre... T'as emprunté de l'argent? J'ai emprunté l'argent. Rends l'argent. Oui, mais tu comprends, c'est une question de timing. Rends l'argent. Que tu veux que je t'écrive en cursive, en phonétique, en musique. Rends l'argent, c'est tout. C'est terminé. Ouais, mais c'est pas si simple, tu sais pas ce que j'ai vécu, il m'a mal parlé, il me harcèle. Mais le mec, tu lui as juré sur la tête de sa mère que tu vas lui rendre, ça fait 8 ans. Tu l'as juré que tu rendais dans une semaine. C'est pas du harcèlement. C'est normal, c'est toi qui as créé ça. Ah oui, mais je ne le voyais pas sous cet angle. C'est-à-dire que tu n'es même pas libre de regarder ta vie sur un angle objectif. C'est-à-dire que tu n'es pas assez étranger de toi pour te regarder toi objectivement. Alors il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que Bichlal, tu vis ta vie? Parce que si chaque chose que tu vis, ton Yetzara, il t'interprète, il te l'arrange, il te l'embellit, il te la détourne, il te la dérive. Donc il faut savoir qu'est-ce que tu as vécu enfin, dans tout ce méli-mélo là, de lourdeur. Alors je te dis pourquoi. Parce qu'il faut cette discipline de choisir. Et choisir, c'est renoncer. Maintenant, ça fait mal de renoncer? Ok, alors je vais te donner un process. Vous vous rappelez l'amputation ou non? Levez la main ceux qui connaissent ce principe. Non? Non plus? Tu connais toi? N'aie pas peur. Personne ne connaît. C'est vrai? L'amputation. Bon, je vous raconte. En fait, c'est une histoire, mais c'est un process. Prenez le process, après vous pouvez vous soigner les gens avec. Ouais. Il y a un gars, il a attrapé une gangrène du pied. Le pied il est pourri, il sent mauvais, tu vois. Bon. Le médecin, il dit, écoutez monsieur, il faut couper le pied. Moi, il dit, mais je ne veux pas couper le pied, j'adore mon pied, qu'est-ce que je ferai avec un seul pied? Puis vous vous rendez compte, à chaque fois que j'achète des chaussures, ça se vend pas une par une. C'est bien, il dit, on va couper le droit, de toute façon, ils mettent toujours la gauche en rayon, vous partez avec la gauche. D'accord. Il dit, ouais, mais je vais être sur une seule jambe, c'est compliqué. Ah, bon, donc le mec, il va réfléchir qu'il faut couper le pied. On parle, on argumente, on parle, on argumente, on parle. Numéro 2, il va décider de couper le pied. Il a compris, parce que c'est septicémie, papa. Ça pourrit au niveau du pied, ça remonte au cœur, tu meurs. Tu coupes, tu arrêtes l'infection, ça cicatrise, on passe à autre chose. Ok. Donc, numéro 1, tu réfléchis. Numéro 2, tu décides. Numéro 3, tu amputes. Numéro 4, tu cicatrises. Maintenant, le gars, il a coupé, il a cicatrisé. On lui a mis un pied en plastique. Il a fait de la rééducation. Du coup, maintenant, il fait un footing tous les jours. Après, il a fait le marathon de New York. Il a fait le tour du Népal, alors que lui, il est bronzé de nature. D'accord? Donc, tu vois, le gars, il a réussi à faire des choses incroyables. Alors qu'avant, il n'osait même pas faire le tour du bois de Vincennes. Et maintenant, il a fait 54 km. Alors? Donc, il a oublié qu'il avait un pied en plastique. Pourquoi? Parce qu'il a suivi un process. Vous me suivez ou non? Donc, tu réfléchis. Je reste avec le gars ou je quitte le gars? Ouais. Tu décides. Ouais, tu as vu les tenants, les aboutissants, tu as dit j'ai décidé, c'est impossible, il n'y a rien à faire, l'équilibre il est mauvais, il n'y a que du négatif, il n'y a rien qui sort de là. Ouais, ok, tu décides. Après tu amputes, on se quitte, on se parle plus, j'enlève ton numéro, je te bloque, je veux plus rien savoir. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ouais, ils décident, après ils reculent, ils recommencent, ils reviennent, peut-être j'ai fait une erreur, le Rav m'a dit j'ai un Rav Kadi, c'est un Rav Kadi, c'est un Rav Kadi. Et après l'amputation, cicatrisation. Maintenant, tu ne peux pas cicatriser tant que tu n'as pas amputé. Tu ne peux pas amputer tant que tu n'as pas décidé, tu ne peux pas décider tant que tu n'as pas réfléchi. Si vous allez dire, oui, mais enfin tout ça, ça reste vachement théorique. Je vais vous montrer un cas pratique. Il y a un gars, il y a une vingtaine d'années, il est venu chez moi en Shalom Bayit. Plus de 20 ans. Et il vient chez moi, et je dis, moi, je veux savoir le contexte. Parce que le contexte est très important. La preuve, quand on enlève le texte, il reste le... D'accord? Donc,
J'ai dit, comment t'as rencontré cette femme? Eh ben, je l'ai rencontrée, ça faisait 6 mois que j'étais seul. Ah bon, pourquoi t'étais seul? Parce que j'avais quitté une Goya. Ah bon, pourquoi? Parce que ma mère, elle m'a dit c'est elle ou moi, et elle est montée sur le tabouret avec la corde, donc j'ai dit, bon, je l'ai quitté. D'accord. J'ai après j'étais mal, j'étais seul et tout, je l'ai rencontré celle-là. En vérité, j'étais pas vraiment, j'avais pas de sentiments. Bon, ma mère, nanana, je dis, bon, elle est folle, je me suis marié. Et alors, je dis, ben, ça fait 20 ans que ça va pas, j'ai que des problèmes de couple et tout ça. Je dis, attends, dis-moi, qu'est-ce que tu lui reproches? Il me dit, ce qu'il me reproche. Je dis, est-ce que par hasard, ce que tu lui reproches, c'était pas les qualités de la Goya? Il me dit, exactement. Donc en fait, toi, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as recréé une société sans boucler le dossier d'avant. Ouais. Tu es retombé enceinte sans faire le curtage. Tu as remis une histoire sur un truc qui était fragile. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu compares. Tu dois finir et redémarrer. Même Hachem, quand il a créé ce monde, il a tout rasé, il a recommencé. C'est normal. Mais toi, t'as pas fait ça, toi. Donc en fin de compte, ce que tu reproches à ta femme de maintenant, c'est de ne pas être celle d'avant. Mais celle d'avant, elle ne peut pas être puisqu'elle est juive. Donc qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu n'as pas réfléchi. Et tu n'as pas décidé. Puisqu'on t'a obligé à décider. Donc c'est pas toi qui as décidé. Et donc tu n'as pas amputé. Parce que dans ton cœur il est resté là-bas. Ouais. Donc tu n'as pas cicatrisé. Dès que tu y repenses, ça revient. Si tu la crois, si tu dis ça y est, elle est là. Tout peut recommencer. Donc en fin de compte, ça n'a pas cicatrisé. Maintenant, des fois, c'est violent. Hein, parce que des fois, je lui dis, la personne, elle me pleure. Oui, mais elle est comme ça. Je lui dis, écoute, tu sais quoi? Épouse le gars, épouse-le. Épouse-le. Peut-être qu'il va se convertir. Mais il faut que tu t'amputes de ta famille, tu t'amputes de ton choix, tu t'amputes de ta judéité, tu t'amputes. Ah, tu dis, non, je veux pas. Alors ampute-toi de lui. Tous les choix, c'est comme ça. T'achètes une voiture. Ouais, c'est 38 000 euros. Donne-les. Tu dis, non, je suis attaché sentimentalement. Puis de la ville d'où je viens, c'est pas des choses qui se font. Je dis, mais ça s'appelle dépenser. Ah, ne parle pas de ce mot-là. D'accord. Donc, tu donnes l'argent, il te donne la voiture. C'est la vie. Vous me suivez ou non? C'est comme ça. Cette femme, elle t'a donné sa vie, elle t'a donné son corps, elle t'a donné 25 ans, elle t'a donné 6 enfants. T'as pas une raison de dire merci? Je réfléchis, oh, j'en ai fait autant, mais je parle pas de toi, je parle d'elle. Donc, tant que t'as pas renoncé à toi, tu vas toujours regarder l'autre à travers toi. Donc, t'as pas fait le choix du renoncement. Tu dis alors quoi? Et si je renonce à moi, alors j'existe plus? C'est ça ce que vous dites? Faut s'annihiler, faut être dans l'abnégation, faut être dans le sacrifice. Mais non. Parce que même quand tu t'oublies, tu crois que tu vas disparaître. S'il reste une seule bouée dans le Titanic, tu crois que tu vas la donner? Quand tu coupes un gâteau et qu'on est 5, t'as déjà vu que tu coupes 4 parts, toi? Donc tu vas pas t'oublier. Kodmin. T'en fais pas, tu vas pas t'oublier. D'accord? Donc si t'as peur que tu te sacrifies tellement que t'existes plus, t'en fais pas, tu vas exister. Par contre, si tu te sacrifies, que tu vas continuer à exister, l'autre aussi va exister. Ce qui est pas mal. Vous me suivez? Il y a un jeune marié, il a été voir son rave, il dit, je voulais vous dire que je crois que ça a bien... Vous m'avez bien préparé au mariage, parce que au Hachem, ma femme est venue, elle m'a dit qu'elle avait une souffrance, qu'elle n'était pas bien, et moi je l'ai aidée, je l'ai emmenée tout de suite à la copatronie, ça se passait à Beit Vegan et tout, et grâce à Dieu, elle va mieux, et je suis bien, et je suis tellement content que j'ai réussi à être sensible à sa souffrance. Alors le Rav, il dit, écoute, je suis très très content de savoir que tu sais compter jusqu'à 2. Donc vite, entraîne-toi à compter jusqu'à 2, parce que bientôt, si Dieu veut, il va falloir compter jusqu'à 3. Et après jusqu'à 4. Maintenant, le nombre de gens qui n'arrivent pas à dépasser le chiffre 1, d'ailleurs, à chaque fois que tu leur parles des autres, ils te disent 1. Donc, vous avez compris que toute la avoda, tout le travail, en fin de compte, c'est quoi? C'est le travail du choix. Et le choix, on a dit, c'est quoi? C'est une partie décision, une partie renoncement. Maintenant, bizarrement, quand tu as réglé le problème du renoncement, c'est beaucoup plus facile de choisir. Vous me suivez ou non? Tu as renoncé à l'argent, c'est facile d'acheter la voiture. Vous me suivez ou non? Tu as renoncé, je sais pas moi, à toutes les autres femmes, c'est facile d'épouser celle-là. Tu as renoncé à ta gava, c'est facile de demander pardon. Donc, dans la chronologie du travail personnel, il vaut mieux s'entraîner à renoncer que de s'entraîner à choisir. Mais comme les gens, ils restent focus sur le fait qu'ils sont obligés de choisir et qu'on leur donne un temps pour choisir et qu'on les stresse pour choisir, du coup, ils ne s'occupent pas du renoncement. Alors, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à avancer. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils étaient devant la mer. Ils avaient
très bien compris qu'il n'y avait pas où aller, tu n'allais pas retourner en Égypte. Ouais. Donc il fallait aller de l'avant. Oui, mais aller de l'avant, c'est aller dans l'inconnu. Oui, d'accord, mais quand le bon Dieu il te pose une question qui est inconnue, la réponse, elle est connue. Parce que le fait qu'il te le propose, c'est que c'est ça la solution. D'accord? Si tu dis, ouais, tu la connais pas, mais si elle te dit, écoute chérie, rentre à la maison, on va parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je t'aime, mon amour, viens, on trouve une solution. Toi, tu dis, non, elle m'a pas dit qu'elle voulait changer, elle m'a pas dit qu'elle remplissait les conditions qu'on avait fixées ensemble. Il faut que tu apprennes à lire. Mais entre les lignes, parce que chez vous, les lignes sont très, très écartées. Du coup, il y a plus de texte entre les lignes que sur le texte. Mais comme tu n'arrives pas à lire entre les lignes, alors tu lis ce qui est marqué. C'est pour ça que les gens, ils s'engueulent par texto. Mais il faut que tu lises ce qui est derrière, pas ce que la personne, elle a dit, ce que la personne, elle veut dire. Et si tu dis, ben, je ne sais pas ce qu'elle veut, alors c'est pas normal qu'après 15 ans de mariage, tu ne sais pas ce qu'elle veut, il faut que tu ailles faire un stage accéléré de renoncement personnel pour connaître l'autre. Parce qu'après, tu te poses la question avec qui tu as fait les enfants, parce que tu ne sais pas ce qu'elle veut. Ils sont de qui, les enfants? De toi, mais tu ne sais pas ce que tu veux. Donc vous êtes combien d'absents dans la famille? C'est la famille anonyme, c'est celle qu'on voit apparaître dans tous les galas. D'accord? Oui. Ici, c'est marqué que Hachem, il a mis les béné Israël devant la mer. Narshon ben Aminadav, il a plongé. Ok. Après la tribu de Yehuda, il a plongé. Mais vous savez que quand ils sont rentrés, ils avaient de l'eau jusqu'ici. Ça veut dire qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir. De là, on apprend une règle extraordinaire. C'est que ne va survivre que celui qui est prêt à mourir. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, mais j'ai pas envie de mourir. Hein. Ah, moi, j'aime la vie. Hein. T'as pas compris? C'est impossible. C'est si tu meurs que tu vas vivre. Comme Abraham. Abraham, il est rentré dans la fournaise pour mourir, pour son idéal. La fournaise, il est resté vivant. Son neveu, ouais, le frère de Lot. Pas Lot. On parle toujours de Lot, mais il y a Lot aussi. Lot, ouais. Il a dit quoi? Abraham rentre et ne brûle pas. L'occasion jamais d'être inscrit dans la Bible, il est plongé. Il a cramé. Pourquoi? Parce que la lourdeur est combustible. Pourquoi? Parce que Abraham, il est rentré pour vivre, mais lui, il est rentré pour... Non, il est rentré pour mourir, mais lui, il est rentré pour vivre. Vous me suivez ou non? Bah, toute la vie, c'est comme ça. Tu sais comment on devient quelqu'un de bien? En tuant le nul qui est en toi. Comment on devient généreux? En tuant le radin. Combien on devient travailleur? En tuant le glandeur. Donc en vérité, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a tué plein de gens. C'est pour ça que les pauvres types, comment on les reconnaît? Parce qu'ils disent, ah, de toute façon, moi, j'ai tué personne. Je sais pas ce qu'on me reproche, j'ai tué personne. Mais c'est ça ton problème, c'est que tu as tué personne. Maintenant, je t'ai pas dit qu'il faut tuer tout le monde, parce que les nuls, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent tout le monde pour pas qu'on se rende compte qu'ils sont nuls. Mais les bons, ils tuent tout ce qui est mauvais en eux pour être bons. Maintenant, c'est une avoda, ça s'appelle Memi Taratzmo Alea, il se tue pour elle, tu te tues. Tu te lèves le matin à la prière, mais ça me tue. Mais quand tu sors de la synagogue et que tu as fait une bonne prière, truc, mais quand tu te réveilles à 11h15, tu as arrêté le Kratchema, tu as arrêté l'Amida, tu as arrêté ta journée, tu as raté le rendez-vous, tu n'as pas vendu la maison, tu dis, je vais... Tout ça pour dormir parce que tu as vu des vidéos débiles toute la nuit. Je vais mourir maintenant. Je vais mourir maintenant. Tu dis, attends, demain, il y a encore une occasion de se lever. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que tu es un peu mort pour être vivant. Alors, ce qui s'est passé, Narshon et Yehuda, la tribu, ils sont rentrés. Il y avait l'eau jusque-là. Et là, la mer s'est ouverte. Et c'est là qu'on arrive au dilemme. 1h23. Vous avez 7 minutes encore ou c'est trop? Yes? C'est vrai? Bon. En fait, il y a 2 psukim à 7 versets d'intervalle. Une fois, c'est marqué dans la paracha qu'on a lu ce matin, Vayavohu bene Israël betochayam bayabasha v'amaim ayalahem choma miminam ou mismolam. Je traduis pour les gens qui viennent d'arriver. Donc, ils sont venus, les béné Israël, dans la mer, bayabasha sur la terre sèche, v'amaim ayalahem choma, et les eaux étaient pour eux une muraille, miminam ou mismolam, à leur droite, à leur gauche. Super. 7 psukim après. C'est pas genre, on va être Hanan ou là dans Kitavo. Non, juste là. Ou béné Israël al-Khou, les béné Israël ont été, Bayabasha, sur la terre sèche, Beto Hayam, dans la mer, donc c'est pareil, Vermaïm Ayalaem Choma, les eaux étaient pour eux une Choma, une muraille, Mi-Minam ou Mismolam, à leur droite, à leur gauche. Tu dis, c'est très rare que la Torah, elle bégaye. Elle se répète. Genre, bon Dieu, il a eu un petit problème de mémoire, il a écrit 2 fois le texte. Tu dis, non. Alors, le Gaon de Vilna, il lit bien, il fait attention. Les deux débuts, c'est pareil. Vayavo ou Béné Israël, ou Béné Israël al-Khou, c'est pareil. Après, c'est marqué, dans le premier, c'est marqué Beto Hayam, dans la mer, Bayabasha, sur la terre sèche.
Dans le deuxième, c'est marqué l'inverse. C'est marqué sur la terre sèche, dans la mer. Tu me dis, bon, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est pareil. Non, 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 non. Et après, il continue, il dit, c'est marqué Amaï Mayalaem Choma, et les eaux étaient pour une Choma. Dans le premier, c'est marqué Chet Vav Memhe. Choma, une muraille de protection. Mais dans le deuxième, c'est pas marqué Choma avec un Vav, c'est écrit Chet Memhe avec un point. Donc il n'y a pas de voyelle dans la Torah, vous êtes au courant? Ouais. Donc ça s'écrit Chema. Chema, c'est quoi? La colère. Ouais. Amaï Mayalaem Chema. Alors il dit le gars de Vilna, ici c'est marqué très clairement ce qui s'est passé là-bas. Ils étaient devant la mer, vous avez bien compris. Ils avaient tous compris qu'il fallait y aller. Bon, ils ont fait les politesses après vous, les vieux d'abord, d'accord, ouais. Comme dans un bateau, on dit les femmes et les enfants, parce que tu dis après, quand les requins n'ont plus faim, on va y aller, d'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que il y en a qui sont rentrés dans la mer. Ouais, ils étaient prêts à mourir. Donc ils sont rentrés, comme le premier pasouk, Betor Hayam, dans la mer. Et à ce moment-là, il y a eu le miracle, la mer s'est ouverte, ils se sont retrouvés Bayabasha sur la terre sèche. Ça va? Donc ils ont provoqué le miracle. Donc c'est les tzadikim qui font Messirut Nefesh, c'est les gens qui se sacrifient pour faire avancer les choses, c'est les gens qui se donnent à fond, c'est les gens qui donnent leur neshama, qui donnent leur corps, pour que les choses elles bougent. Et effectivement, les eaux étaient pour eux une muraille de protection. Mais il y a des gens, il y a des malins, parce que dans tous les systèmes, il y a des malins. Ils ont dit, tu sais quoi? De là l'expression, il ne faut pas trop se mouiller, d'accord? Il ne faut pas se jeter à l'eau. Ils ont dit, on va attendre, attends. Et ils ont vu que la mer s'est ouverte. Ils ont dit, là, c'est le moment ou jamais de passer dans la résistance. Tonton a fait de la résistance, d'accord? Donc, et là, ils sont rentrés dans la mer. Mais là, ils sont rentrés comme le deuxième pasouk. Bayabasha, sur la terre sèche. Betohayam, dans la mer. C'est-à-dire qu'ils étaient sur la terre sèche, puisque les autres avaient déjà provoqué le miracle. Et eux, géographiquement, ils étaient dans la mer, puisqu'ils voyaient bien qu'il y avait de l'eau autour d'eux. C'est vrai ou non? Mais ils n'avaient pas fait l'effort de provoquer le miracle. Et si vous allez me dire, eh ben c'est comme ça. Voilà, c'est ça, Am Israël. Am Israël, il y a toujours des gens qui font des efforts et des gens qui profitent des efforts de l'autre. C'est vrai? Oui, non? Oui, non? Oui, mais c'est difficile quand même. J'ai raconté ça, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, mais je le redis, c'est pas grave, tant pis pour vous. Baba Saleh, il a dit à l'enterrement de son fils, Baba Meir, que Baba Meir devait être le Mashiach. Et qu'on est venu en rêve chez lui, on lui a dit, Baba Meir, tu dois être Mashiach. Il a dit, mais il y a un problème. C'est qu'il y a une xéra, il y a un décret divin, il y a 10 000 juifs qui doivent mourir. Maintenant, on te laisse 3 jours, tu réfléchis. Ou tu meurs, ou il meurt. Mais tu peux être Mashiach. Essayez de comprendre que Baba Meir, c'était une lumière incroyable. D'accord? Son père, il l'a amené au mikvé quand il avait 1 mois. Quand il avait 20 ans, il était Rosh Kolel, il connaissait toute la Torah entière. Il est resté des années enfermé là-bas chez lui, à Ashdod, pour pas voir ce qui se passait, pour rien voir, pour truquer. C'est-à-dire, c'était un kadosh Elion. Et Chacham, incroyable, il parlait avec Eliou Hanavi. Ouais, on lui a proposé où tu vas être Mashiach. C'est quand même un challenge. Oui, non? Non, c'est mieux que The Voice, je veux dire. D'accord. Donc, où tu vas être Mashiach, où il y a 10 000 personnes qui vont mourir. Il a demandé 3 jours. Au bout de 3 jours, il a dit, ok, je meurs. Il est mort. Baba Saleh, il a raconté ça à son enterrement, d'accord? Mais, de vous à moi, les 10 000 qui sont restés vivants, les 3/4, ils savent même pas que Baba Meir, il existe. Ils continuent à faire leur méchoui sur la plage, le Shabbat. Non, t'en-les, Falafel, t'en-les. C'est-à-dire, ils n'ont rien à preuve de Baba Meir. C'est-à-dire qu'il est mort pour des gens qui s'en fichent de lui. Mais il avait tellement l'amour d'Israël qu'il était prêt à mourir pour des gens qui s'en fichent de lui et de Mashiach. Vous me suivez, vous voyez le sens du sacrifice? C'est incroyable, d'accord? C'est pareil, là on est en train de truquer. Maintenant cet après-midi, je sais pas, la nuit on dort. Heureusement que de l'autre côté du monde, en Amérique, il y a des gens qui étudient la Torah, parce que si la Torah elle s'arrête une seconde, le monde disparaît. Et dans tout le monde, c'est pareil, dans tous les systèmes. C'est comme, vous savez, il y avait 2 fous sur un tandem, en plein été en Corse. Il y avait une côte, Sacom, c'est connu là-bas, ouais. Et ils étaient en train de pédaler comme des fous pour arriver en haut de la côte. Mais c'est 2 fous sur un tandem. Ils descendent du vélo, épuisés en sueur, ils ont perdu chacun 23 litres d'eau. Et le premier, il dit, heureusement que j'ai pédalé, sinon on ne serait jamais arrivé en haut. Et le deuxième, il dit, heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, le mec, il a pédalé pendant 2 heures, et l'autre, il freinait comme un fou. Mais il est quand même arrivé en haut. Je ne sais pas combien il fallait qu'il pédale pour que... Ouais.
Si vous allez dire, bon, mais c'est une blague, de fou. Mais dans un couple, il y en a toujours un qui pédale et un qui freine. Il y en a toujours un qui fait tout pour arranger, l'autre qui fout la pagaille. Il y en a toujours un plus religieux, moins religieux. Il y en a toujours un qui est plus conscient, un plus inconscient. C'est toujours comme ça. C'est les deux fous sur le tandem. Dans la communauté, c'est pareil. Regardez la communauté. Il y a une minorité qui fait avancer Am Israël, qui travaille, qui organise, qui crée des bâtés midrashot, qui investit, qui organise la cache-route, qui sauve la shrita. Il y a une minorité qui fait tout pour que ça s'arrête. D'accord, réformiste, truc, Goyach, Copernic, baba. Et il y a une masse qui suit. Alors des fois, ils sont attirés par là. Des fois, ils sont attirés par là. Donc là, c'est un tandem à trois fous. Deux qui pédalent, un qui freine et un qui suit. D'accord? Dans une société, c'est pareil. Toi, tu dis, ouais, ce vendeur-là, pour qui il se prend? Oui, pourquoi il a des primes? Pourquoi il prend plus que nous? Je dis, écoute, papa, le mec, il fait 65% des ventes de la société. Vous êtes 42 vendeurs. Ouais, vous faites à peine le reste. Vous faites 35. C'est normal que le gars, il prend un peu plus. Ouais, mais c'est pas normal. Moi, je vais acheter un gilet. Mais non, ça n'a rien à voir. D'accord. Le mec, il travaille. Il fait tout le chiffre d'affaires de la boîte. Maintenant, tu le saoules parce que toi, tu trouves qu'il gagne trop. Mais vas-y, prends ton téléphone, va au taf. Vas-y, fais-le. Ah non, moi, je fais mes heures. Faut pas me saouler. J'ai mes 35 heures. Je vais pas mourir du travail. Ok, bah alors arrête de te plaindre que l'autre, il prend plus. C'est-à-dire que celui qui freine, il se plaint du mec qui pédale. Vous me suivez ou non? Comme le gars qui ment, il se plaint de l'autre qui dit trop la vérité. C'est celui qui est flemmard, il trouve que l'autre, il en fait trop. Mais c'est comme ça la vie. C'est-à-dire qu'en fait, tes complexes, ils viennent du fait que l'autre te renvoie ce que tu n'es pas. Alors, t'as qu'à devenir ce qu'il est si t'as pas envie d'avoir des complexes. C'est facile, mais ça demande des sacrifices. Alors, on peut pas trouver une solution sans. Donc, ce qui s'est passé en Bretagne, c'est qu'il y a des gens qui vont se sacrifier. Toi, tu crois qu'on se casse la tête à la petite de 3 ans, arrange-toi juste, ma chérie, et l'autre, Dvar Torah à chaque repas, et après, acheter du glad kasher, et aller au mikvé, malgré qu'il y a 2 heures de route, et trouver un système et faire des efforts pour arranger le couple. Tu crois que tous ces efforts-là qu'on fait dans la religion et dans la vie, tu crois que c'est pour rien? Tu crois que c'est pour rien? Mais ça, c'est parce qu'on rentre dans la mer. On s'est marié, on n'avait rien. On avait été des milliardaires, on n'avait rien. On a choisi le kollel. C'est pas évident le kollel. On gagnait 1500 francs par mois. C'est-à-dire, c'est juste au-dessus de que dalle. Ouais. Et bah, au Hachem, on a marié les enfants. C'est-à-dire que les choses, elles vont se faire. On était des malades. On était des fous. Moi, j'avais rien. J'étais au kollel. Voilà. Un jour, on m'a dit, fais un cours là, fais un cours là, fais un cours là. Ça a commencé après, avant de devenir une vedette. Ouais, mais au départ, mais c'est quoi? C'est rien. T'as rien devant toi. Une fois, il y en a un, il est venu chez moi. Il m'a dit, Rav, écoutez, je voudrais, genre, entre guillemets, je voudrais faire comme vous. Il m'a dit, ouais, mais comment on fait au niveau? Je dis, bah, je sais pas. Je dis, mais moi, pendant 5 ans, les CD, les cassettes à l'époque, je les faisais, je les donnais. C'est moi qui les payais. Ah bon? Mais vous en vendiez? Mais on donnait les 3 quarts. C'est normal. Et les cours, vous avez les cours, vous n'étiez pas payé? Bah, à l'époque, on n'est pas payé. Pendant 10 ans, on n'était pas payé. Mais comment tu fais? Bah, attends, ou t'aimes ce que tu fais, ou t'aimes pas ce que tu fais. Maintenant, manger un sandwich de hummus ou manger du poulet grillé, c'était la différence entre payer et pas payer. Alors, si t'es malheureux et que tu manges du poulet, ou si t'es heureux et que tu manges du hummus, c'est une question de vie. Toute la vie, c'est comme ça. Et lui, s'est énervé. Il me dit, écoutez, Raph, ça fait 3 mois que je donne des cours, personne ne veut me payer. Bienvenue au club. Essaye le cambriolage. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment, il y a des sacrifices à faire. C'est pareil, les enfants, tu les vois, ils sont éduqués. Ah, bon, Hachem, Lénara, j'ai vu votre fille. Ah, extraordinaire. Mais dis-moi qu'on n'a pas crevé dessus. On n'est pas rentré Beton Hayam, Bayabacha. On s'est pas battu avec les écoles, on s'est pas battu avec les professeurs, on s'est pas battu avec les veilles, on s'est pas battu avec les cours, on s'est pas battu avec la Mishnah, on s'est pas battu. Bien sûr qu'on s'est battu. C'est normal. Donc, on était dedans, on était Beton Hayam, Bayabacha. Maintenant, ces efforts, tu crois qu'ils sont gratuits? Non, ces efforts, ils sont Vamaï Mayalaem Homa. C'est-à-dire que les efforts que tu fournis dans la vie, c'est eux qui vont constituer la muraille de protection. Parce que ce que tu t'es battu pour ton couple, c'est ça qui sauve ton couple. Ce que tu t'es battu pour tes enfants, c'est ça qui leur donne la force d'avancer. Ce que tu t'es battu pour toi-même, c'est ça qui te donne la dignité, qui te permet d'avancer. D'accord? Mais il y a des gens, non. Il y a des gens qui disent, non, pourquoi je vais travailler mon caractère puisque ma femme, elle supporte? Pourquoi je vais être gentil avec mon mari parce que de toute façon, mon mari, il ferme sa bouche? Ouais. Pourquoi je vais gagner de l'argent alors que je peux emprunter à des brels qui ne se rendent pas compte que je leur rendrai jamais? D'accord? Donc c'est des gens qui sont habitués à vivre sur le dos des autres. Ça s'appelle les adhérents du PSG. Vous connaissez le PSG? Non? PSG. C'est connu? Non? C'est pas loin? PSG, c'est des gens qui pèsent sur la gueule. Ils pèsent sur la gueule des autres, ils pèsent sur ta gueule.
Comme ça, il vient chez toi, il dit, écoute, j'ai pas de solution, qu'est-ce que tu vas faire? Mais attends, mais débrouille-toi, c'est la tienne, c'est ton problème. Ouais. Après, il prend ton argent, il te le rend pas. Après, il dit, ah, t'es riche, toi, qu'est-ce que tu t'en fous? Mais si le bon Dieu pensait qu'il était pour moi, pour toi, pourquoi il me l'a envoyé à moi? Ouais, c'est une erreur de DHL ou j'en sais rien, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre que toi, tu provoques le miracle, et eux, ils vont venir pour profiter du miracle. Et si vous allez dire, eh ben, c'est pas grave dans la vie, il y a des gens qui sacrifient, qui provoquent le miracle, et puis il y en a d'autres qui sont là pour profiter du miracle. Eh ben, c'est pas grave, eh ben, c'est le peuple Israël, quand Israël a Amichad, et on est tous ensemble, et quand Israël a Révi Mizalazé, ok. Mais s'il y en a deux qui ont l'examen de médecine, un il a bossé comme un fou, et l'autre il a triché à tous les examens, t'as pas peur d'aller dans le cabinet du deuxième? Tu dis, bah écoute, il a un diplôme, hein, écoute, hein, la faute elle est sur lui. Oui, mais c'est toi qui meurs. Pourquoi? Parce qu'il a fait médecine, mais il n'est pas devenu médecin. Comme les gens qui au bout de 3 heures de consultation, ils me disent, mais Rav, alors quoi, après 20 ans de mariage, on n'a rien construit? Je dis, mais le temps qui passe ne développe pas la chose. C'est le travail qu'on fait qui développe. Je crois que vous constatez que vous n'avez pas travaillé votre couple. Eh bien, Baruch Habba Bekoum, bienvenue au club des lourds. C'est normal, parce que c'est tous les jours. Même moi, ils me disent, mais Rav, quelle formation? Vous avez un diplôme de psychologue de... J'ai fait, non, moi j'ai tout appris avec ma femme. Sur le tas. On a travaillé, la communication, la remise en cause, la gava, les nerfs, le stress. Quand je t'ai dit que de nerfs, le mari il va dans la salle de bain pour mettre des coups de poing dans le mur pour pas s'énerver. Mais c'était moi. Et après tu reviens et tu rediscutes et tu reposes et tu réconcilies et tu construis. Il faut le faire le travail. Les gens ils croient que par miracle. Après ils t'appellent, écoutez j'ai essayé 3 fois, ça marche pas. 3 fois, 30 000 fois. Ouais mais vous avez dit on essaie pendant 3 semaines. Mais c'est juste parce que tu te décourages facilement. Mais c'est toute la vie le travail. T'as 32 ans de mariage, tu continues à draguer ta femme tous les jours. Tu dis non, moi je pensais que c'est bon, ça roule tout seul. Non, tu confonds avec l'imprimante, plug and play. Tu branches, ça marche. Mais non, ça marche pas, ben ça marche pas. Les ménopauses, la changée, le truc, la grossesse, le petit qui a des soucis, les nerfs, elle perd son boulot, le truc, ça change la vie. Ça change, toi tu changes. Toi tu dis non, je change pas, je suis comme je suis. Eh ben meurs, je vais y réfléchir. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sachez que ça va demander beaucoup de sacrifices. Ouais, il va falloir se jeter à la mer. Et à chaque fois, il va y avoir une échoua, il va y avoir une délivrance, et tu vas te retrouver sur la terre sèche, que Baruch Hashem, tu t'es arrangé avec le petit, Baruch Hashem, le boulet est venu, Baruch Hashem, le prêt, il a été accordé, Baruch Hashem, on a finalisé le mariage, Baruch Hashem, mais tu sais qu'on s'est mouillé quand même. Hein. Ouais. Alors toi, tu crois que Baruch Hashem, non, je te dis non, c'est parce que tu t'es mouillé, Vama'i Mayalaim Homa. C'est-à-dire qu'en fait, la protection que tu as autour de toi, elle vient des efforts que tu as fournis. Donc, par voie de conséquence, ouais, celui qui s'est débrouillé pour éviter les efforts, celui qui s'est appuyé sur la tête de l'autre, celui qui a fait faire à l'autre, celui qui a échappé, celui qui a dénigré, celui qui n'a pas évolué, celui qui n'a pas grandi, celui qui n'a pas assumé, pour eux, c'est la colère. Ça veut dire quoi? Ils viennent chez toi et tu dis, écoutez, Rabbi Chetrit, je deviens fou, la parnassa, elle est bloquée. Ma femme, elle est folle. Bon, mes enfants sont tous des cinglés. Moi-même, je suis mal. J'ai envie de mourir. J'ai des montées d'angoisse. Je dis, mais dis-moi, depuis combien de temps tu travailles pas ton dossier, toi? Dossier personnel, inutilisé, tout neuf. Il peut aller sur eBay, ni débloqué, ni dé. Dossier de couple, laisse tomber, elle est folle. On s'est marié trop vite, j'ai pas réfléchi. Dossier enfant, je travaille beaucoup, j'avais pas le temps de m'occuper. Donc toi, tu nous as cumulé, Warthema, sur 3 pôles générateurs de crise. Et maintenant, tu te retrouves au milieu. La conjonction des courants explosifs de 3 masses. Donc la maison, c'est Hiroshima. Tu m'érales. J'en peux plus. Les cris, les nerfs, les insultes, les enfants qui ne me respectent pas, ma femme qui m'envoie balader, la parnassa qui me plante. Je dis, mais baba, le bon Dieu, il a étalé les paiements. Travaille tes idoles. Construis ton couple. Éduque tes enfants. Tu dis non, ça me saoule, j'ai pas envie. De toute façon, grâce à Dieu, ma femme, elle supporte. Le boulot, il me garde parce que je suis son beau-frère. Le truc. Toi, t'as tout fait sur la tête des autres. Et ben, c'est pas possible parce que tout ça, c'est Héma. Encore une fois, c'est pas méchant, c'est pas cruel, c'est logique. Le terrain que t'as labouré, il est labouré. La maison que t'as entretenue, elle est entretenue. L'argent que t'as mis de côté, tu l'as. Les Torahs que t'as appris, tu l'as. Non, tu dis j'ai rien fait, rien. Mais je me suis bien débrouillé. Toi, tu confonds malin et intelligent. T'es malin. T'es un petit malin. Mais t'es pas intelligent. Bah oui. Parce que le malin, c'est la solution à court terme. Mais l'intelligence, c'est la solution à long terme. T'es prêt à prendre le long terme? Ouais, mais long terme, c'est quand même une grosse question. Puis moi, je suis un consommateur. Faut que ça vienne tout de suite.
Il y a des choses, c'est des candy planètes, tu ouvres, tu manges. Il y a des choses, c'est 22 ans d'investissement, c'est comme ça. Ça s'appelle une troupa. Donc si tu es pressé, fais attention, parce que ton empressement, il va t'amener Hema. Et c'est pas une malédiction, hein. C'est pas que Chazvé Shalom, la Torah elle t'a maudit, les rabbins ils sont cruels, et le cours il est culpabilisant. Non, non. C'est seulement parce qu'il y a une loi très très importante qui s'appelle l'Echatrila et Bedi'even. A priori et a posteriori. D'accord? Et qu'un homme, tout ce qu'il fait, il doit le faire a priori. La cache-route a priori. C'est pas que tu arrives à Pessah, après tu dis c'est qui le rabbin, je comprends pas, ils ont mis du pain sur la table. Tu m'écoutes, quand tu vas au séjour Sainte-Geneviève, tu... D'accord? Le mariage, c'est le mariage. C'est pas que tu dis après le mariage, tu demandes, il paraît qu'il y a les mêmes zérettes. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais attends. Ils sont fous les gens. Ouais. Ça veut dire qu'il faut être l'echatrila. Tu vas dans un minyan, l'echatrila. Tout le monde prie, tout le monde truc, tout le monde est sérieux. Tu dis non, écoute, c'est pas grave, petit à petit, doucement, doucement. Bon, si Dieu veut, un jour il y aura des chambres Shabbat. Mais... tu vas l'echatrila. Donc tu fais l'echatrila, a priori. Ah, qu'est-ce qui s'est passé de temps en temps? Il y a un a posteriori. J'ai pas vérifié, j'ai pas truqué, je me suis planté. Je me trouve a posteriori. D'accord? J'ai gueulé, j'ai insulté, je suis a posteriori. D'accord? J'avais pas fait de contrat, je suis planté. Le mec, il me dit, je te dois rien. A posteriori. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est a posteriori? Donc, on a une solution. Soit on continue à s'enfoncer dans la posteriori, donc on va inventer un a posteriori pour essayer de régler le problème de la posteriori. Donc, genre, je t'ai volé, maintenant je vais te mentir. Après, je vais te mentir, après, je vais t'escroquer. Et après, comme tu veux pas me rembourser, je vais t'envoyer des tueurs. Et manque de peau, t'es tombé sur des nerveux, ils l'ont égorgé. Et toi, tu dis quand même, pour 1000 euros, ça fait de la peine. Surtout que les flics, ils suivaient le groupe depuis un moment et qu'ils ont tous tes enregistrements. Et que tu vas prendre 30 ans. Dans un endroit nerveux. Où tu auras l'avantage, tu pourras apprendre de toutes les langues du Maghreb. D'accord? Tout ça pour 1000 euros? Ouais, mais vous savez, Rav, les choses se sont enchaînées. Ça s'est pas enchaîné, Baba. Parce qu'à chaque étape, tu pouvais dire stop. Donc c'est quoi l'idée? C'est que toute ta vie, tu dois être a priori. D'accord? Et si par malheur, par accident ou par Satan, t'as plongé dans la posteriori, tout de suite, il faut se remettre a priori. Tout de suite. Ça m'a échappé, je t'ai mal parlé. Mon amour, mon cœur, ma vie, tu es la mère de mes enfants, tu es la femme de ma vie. Je m'excuse, je retire ce que j'ai dit, frappe-moi, insulte-moi, mais je veux pas qu'on reste dans cet esprit pourri. D'accord? Tu vas voir ta fille, tu écoutes, je t'ai mal jugé, je t'ai mal compris. Je t'ai mal parlé, c'est pas ce que je voulais dire. Tu as pu mal le prendre, je veux pas laisser pour la situation. Je t'aime, viens dans mes bras, on sauve la situation. Tout de suite, tu te remets. Tu as trouvé, tu as vu qu'il y a une malversation, tu as vu que l'argent il était tordu, tu as vu que le mec il avait raison, tu vas, tu dis excuse-moi, voilà le chèque et tout, je t'en prie. Voilà, je te fais 4 paiements, prends petit à petit. Je savais pas, j'étais embrouillé, j'étais associé avec un voleur, je savais pas, il t'a dit ça, il m'a dit autre chose. Tout de suite, tu remets a priori. C'est-à-dire que quand tu es a posteriori, tout de suite, tu remets a priori. Si tu veux pas le faire, attention, fais attention, parce que les choses elles s'entraînent les unes aux autres, vous comprenez ou non? D'accord? D'abord la Goya, tu rigoles avec elle, tu trucs, après tu t'habitues, après tu dis à ta mère, écoute, mais c'est juste pour m'amuser, et puis après finalement tu t'es attaché, et puis après elle te dit qu'elle est enceinte, et puis après tu sais plus comment faire, et tu tiens à faire ton devoir, parce que tu es un homme de parole. Mais qu'est-ce que t'es rentré dedans, Gabriel? Qu'est-ce que t'es rentré dans une histoire? C'est pas que c'est comme du sparadrap, quand tu le colles, c'est doux, mais quand tu l'enlèves, tu meurs. Et dans tout c'est pareil, tu vois que le mec c'est un margoulin, pourquoi tu fais du business avec lui? Ah, tu sais, il me propose des taux de rentabilité incroyables. Je dis, mais t'as pas senti que ça sentait le Madoff? Ouais, mais tu sais, quand t'es là à 2%, 1%, et que t'as un mec qui te propose 12, garantie. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. En plus, la première fois que tu vas dans son bureau, tu vois de la farine par terre. Tu te dis, mais il va rouler qui dedans? Mais toi, t'as tellement envie, t'as tellement la cupidité, t'as pas envie de réfléchir. Toi, tu vois le résultat. Mais regarde la manière. Donc, tu regardes avec qui tu t'associes, tu regardes avec qui tu te maries. Tu regardes avec qui, quelle école tu vas mettre tes enfants. Ouais, mais elle n'est pas loin de la maison. Ok, elle n'est pas loin de la maison. Mais regarde, tu vois pas, c'est Unité de Color of Benetton. Fais attention quand même. Après, tu dis non, mais c'est pas grave, je vais lui donner un compte Talmud Torah une fois par mois. Ah, Botaï, toute la vie, c'est des choix. Toute la vie, c'est des choix. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de faire des choix. C'est pour ça qu'on t'a dit fais de la musculation de choix. Et la musculation de choix, on a dit que c'est quoi? C'est d'apprendre à renoncer. Et quand tu as fini de renoncer et que tu te mets entre les mains d'Hachem, tu prends ce qui te reste comme intelligence et tu prends la bonne décision. Et après, le reste, ça va aller. Donc pourquoi est-ce que Hachem, il a mis les Bnei Israël devant la mer? On a dit que ça servait à rien, parce que de toute façon, ils allaient aller dans le désert, ils allaient recevoir la Torah, ils sont déjà sortis d'Égypte, vous avez compris maintenant. Pourquoi ils étaient devant la mer? C'est pour leur dire toute la vie, ça va être des choix.
Toute la vie, il va falloir se bouger. Toute la vie, il va y avoir l'inconnu. Toute la vie, il va falloir rentrer dans la situation. Il va falloir changer. Toute la vie. Donc, c'est pas la peine de croire que ça va se passer comme un film, que ça va couler de source, que ça va se faire tout seul. Ça va pas se faire tout seul. Ça se fait tout seul si tu as déjà atteint le niveau de maturité. Si tu n'es pas atteint le niveau de maturité, ça veut dire qu'il va falloir grandir. Et grandir, c'est choisir. Et choisir, pour ceux qui veulent pas, ça s'appelle souffrir. Donc, quand toi, tu comprends qu'en fin de compte, le fait d'avoir le choix, en fin de compte, c'est un avantage, et que seulement toi, tu dois te donner le niveau de maturité pour avoir le choix, eh ben, tu verras que choisir, c'est un plaisir. C'est un plaisir de choisir. Ouais. C'est pour ça que les salaires des gens qui ont le pouvoir de décision est plus grand que les gens qui n'ont pas le pouvoir de décision. Parce qu'eux, ils ont dépassé la maturité du choix. Alors que celui qui n'a pas envie de décider, il dit, écoute, moi, j'ai pas envie de me mouiller, hein, d'accord, et puis je veux pas que ça tombe sur ma tête, et puis je veux pas la responsabilité. Ah bah, écoute, tu vas prendre tes 1500 euros et tu te tais et tu dis merci. Ah, tu dis, mais oui, je voudrais 42 000 euros. Tu prends 42 000 euros, toi? Alors tu prends la décision, tu prends la chose en main, tu te bouges le derrière, tu prends 100 000 euros, tu vas à Zhangzhou, là-bas, en Chine, tu fais le salon, tu trouves un mec, tu lui donnes 40 000, tu payes le courtier, tu payes le transporteur. Ils arrivent à Paris, tu prends ton téléphone, tu tapes 38 jours de coup de fil, tu vends la marchandise, tu prends 1 milliard. Tu dis, ouais, mais c'est risqué quand même. Attends, et si ça marche pas? Eh ben, tu retournes à la caisse d'épargne, tu prends ton livret A, ça s'appelle comme ça parce qu'à la fin d'année, quand tu vois les bénéfices, tu dis ah. Et quand tu dis, mais je comprends pas, je vous ai donné 10 000, vous me rendez 9 000, ben t'as compris pourquoi c'est l'écureuil, parce qu'il reste que les noisettes. D'accord? Voilà. Donc là, a priori, vous avez compris la problématique du choix et la théorie et la thérapie pour s'en sortir. Donc on va juste demander, s'il vous plaît, que le cours soit dédié pour, on va commencer par les vivants, pour Hachem envoyer une réfoua chez tous les malades d'Israël, et en particulier pour Ilana, Judith, Bat, Annie, Hana. D'accord? Et pour Ariela, Yehudit, Simcha, Bat Daniel. Amen. Et aussi pour Rav Chaim Zvi Ben Sarah, pour Rav Moshe Ben Reisel, pour Chaya Bat Miriam. Est-ce qu'il y a d'autres le petit, l'enfant là? Ravi? Rav Yitzhak, Bar, Libel, Libalea, Katz. Amen. Etan Moshe Ben Etan Moshe Chaim Benana. Ben, pas Ben. Ah, Chaim Ben Benana. D'accord, Amen. Et le petit Marlouf là où Raphaël Garon. Eva Bat Hindel. Amen. Il y avait des gens là. Aïcha Bat Sultana. Amen. Simcha Bat Frecha. Esther Bat Frecha. Est-ce que vous avez... Liliane Aziza Bat Nejma. Sarah Ilanit Bat Liliane Aziza. Amen. Kamuna Bat Rachel. Amen. Léa Bat Stria. Amen. Donc on demande qu'Hachem leur envoie une réfoua Shema parmi tous les malades d'Israël. Et à part ça, Amavdil Ben Chaim Lemeti, on a demandé que le cours soit dédié Leilou Nishmato de Moshe Ben Chai Uzan, et aussi de Avraham Shimon Ben Simcha, Eliyahu Ben Aïcha, Yitzhak Ben Aïcha, le Rav Yosef Chaim Ben Yitzhak Citruc, Rav Israël de Sarcelles, Rav Kadouri. Est-ce que vous avez d'autres personnes pour dédier le cours? Hein? André Ben Messaouda. Ben ou Bat? Ben ou Bat? Ah bah, André, c'est une dame? Alors, c'est un homme alors. André Ben Messaouda. Après? Raphaël Ben Yosef. Rachel Bataïcha. Nissim Ben Gracia. Alors, le bébé? Mais il n'a pas été enterré encore. Il est décédé vendredi. Peut-être. Bon. Alors, juste avant que vous partiez, juste vous annoncer que on a créé un WhatsApp pour avoir les activités. N'essayez pas de me joindre, c'est impossible. Et vous allez sur ramenchetrit.com